Wesh, je m'appelle TM et bravo à toi car tu viens d'atterrir dans Space Studio, une émission produite par Social Fluid, développée par des créatifs et des entrepreneurs, dans laquelle on parle culture, business, émancipation artistique et insertion professionnelle. Je pense qu'on va bien se marrer. C'est parti. Parfait. C'est naturel, j'avoue. Parfait. Nézar, Camille, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. L'exercice, il est tout sauf évident, mais je suis sûr que vous allez être absolument passionnant parce que vous avez des vies bien remplies. Et passionné. Et passionné, toujours. Donc Nézar, Camille, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être arrivé quasiment à l'heure. Zéphir, Inès, merci beaucoup également d'être ici. On se connaît tous plus ou moins, de plus ou moins proches ou de plus ou moins loin. Nous, en l'occurrence, on se connaît, mais un peu de loin. Et je suis trop content que vous ayez eu la confiance pour venir échanger un petit peu avec nous. Donc merci beaucoup encore d'avoir Merci à toi. Merci à toi. Merci. On commence tout de suite avec une anecdote que j'ai envie de raconter. C'est la naissance de Social Fluid. En très court, j'y pense que Camille était là et t'étais vraiment là dès les prémices du machin. En gros, pour la faire courte, Social Fluid, c'est né quand j'étais au lycée. J'avais des idées, mais je savais pas trop quelle forme ça voulait prendre. Et ça s'est un peu formalisé quand je suis arrivé en début de formation en commerce. On fait tous des erreurs dans la vie. Je comprends. Et je me rappelle en l'occurrence qu'on avait tourné un clip ensemble. Il y avait tout plein d'artistes. Ouais. D'ailleurs, il y avait aussi Malo qu'on va accueillir sur le prochain épisode. Et je me souviens, il y avait aussi Nico qui est derrière et qui prend des photos pour cette émission. Bonjour Nico. Et on avait commencé à Arôme, dans un café à côté de Parmentier. Et je me rappelle qu'on avait fait une prod qui avait duré genre une demi-journée. On était une quinzaine. J'étais tout stressé parce que il y avait une caméra, un lieu qu'on louait et je croyais que 5 personnes à inviter, c'était beaucoup dans ma tête. Du coup, j'étais très stressé et je suis content de voir qu'aujourd'hui, on fait des tournages avec 2 émissions par jour, avec beaucoup d'invités différents, avec une prod qui a évidemment glow up et que je suis beaucoup moins stressé pour gérer ces événements. Donc, je suis content de la progression continuelle de Social Fluid et je suis trop content que vous soyez là pour participer à l'aventure. On va tout de suite commencer avec la première partie de cette émission qui s'appelle T'es qui toi ? Du coup, j'ai envie de commencer avec Nézar, parce que tu as le parcours que je connais le moins. Oh, ok. Pour faire court, t'es acteur, comédien. Ouais, j'essaye. Il y travaille. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, d'où tu viens, comment t'es tombé là-dedans et puis où tu comptes aller, quoi. Ok, moi je suis tombé là-dedans comme Obélix, tu vois, très petit dans la potion. C'est un peu nul, je sais. J'aime bien. Et moi c'est dès l'âge de 11-12 ans. J'ai commencé à faire du théâtre, c'était à Ivry d'où je viens. Tu vois, ils ont une énorme culture théâtrale avec des ateliers pour ados, pour enfants et aussi pour adultes. Et du coup, j'ai commencé là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Des ateliers, on prépare des spectacles en fin d'année. On a fait jouer plein de trucs différents, du Shakespeare, du contemporain et tout. C'est très, très cool, avec des profs très, très passionnants aussi, justement, qui donnent envie de faire ça et tout. Et après, au lycée, j'ai enchaîné, j'ai fait options en plus, tu vois, options théâtre et tout. Mais le problème, c'est arrivé au bac. Tu vois, moi, dans ma tête, c'était très pragmatique. Je me suis dit, les études théâtrales, ça débouche à quoi? Donc, je suis parti en éco, justement, dès la licence. Et j'ai fait 5 ans à l'université de Créteil, du coup, en tout ce qui est business, quoi. J'ai eu un master en business administration internationale qui était très pluridisciplinaire et tout en anglais en plus. Mais j'ai eu de la chance, en M2, j'ai pu faire un stage de 6 mois en production audiovisuelle. Parce que du coup, au fil du temps, tu réfléchis un peu à ton plan, ce que tu as envie de faire et tout. Et de base, moi, j'avais envie de plus d'être acteur studio. Tout ce qui est cinéma, tout ça, ça me tentait.
Et par la suite, genre avec les études de management et de business et tout, je suis en mode comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans le milieu culturel? Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce stage-là sur une émission américaine en plus, qui était sur Amazon Prime, s'appelait Making the Cut, c'est sorti d'ailleurs, si vous voulez regarder. Et ouais, du coup j'étais assistant prod, et ce qui est bien sur 6 mois, c'est que j'ai vu tout, un peu tout, la pré-prod, le tournage de 2 semaines, et ensuite la post-prod, parce que nous on était dans une boîte qui s'appelait The Paris Bureau. Et c'est une boîte anglophone, enfin c'était une boîte, ça a un peu changé de nom et tout. C'était une boîte anglophone qui s'occupe surtout de tournage anglophone, à chaque fois qu'ils viennent en France. En gros, par exemple, X Factor Angleterre veut tourner des trucs à la campagne, ils gèrent un peu tout ce qui est... l'accueil, voilà, local. Quoi. Exactement, contact, surtout pour parler français, il y a beaucoup de travail de traduction dans ce genre de milieu. Et en plus, moi, j'ai eu de la chance. Ma mère, elle est américaine. Du coup, je suis complètement bilingue anglais-français. Ça comme ça. Ça tu vois, comme ça. Et donc, ça m'a beaucoup aidé professionnellement, bien sûr. Et du coup, après, mais le problème, c'est après le master, encore une fois. Chaque fois, c'est les fins d'études que ça part en cacahuète. Et du coup, je l'ai eu en 2019. L'année d'après, c'était 2020. Ouais. On connaît. Bonne année, En mode, ouais, c'est ça. Du coup, en fait, après mon master, je me suis dit, et si je tentais là à 100% de chercher tout ce qui est casting et tout? Parce qu'après, je fais des castings depuis que j'ai 16-17 ans, et j'ai pu jouer dans des petits trucs. Je vais garder deux anecdotes pour après. Je dois me filtrer là un petit peu pour après. Et justement... je me suis dit, allez, j'ai eu mon master, on va tenter de trouver des petits contrats par-ci par-là. Après, mars 2020 est arrivé, c'était un peu un cogitement à la maison. De toute façon, il y avait le temps de cogiter, personne ne sortait, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, je parlais avec des anciens profs de théâtre. Ils me font, pourquoi tu tentes pas les conservatoires, tu vois, ça fait plus de 10 ans que tu fais du théâtre et tout, t'as toutes tes chances. Et du coup, arrivé septembre 2020, je fais les auditions, je prépare 2 scènes et tout, et ils me prennent au 2e. J'étais là, je suis validé. Et du coup, j'y suis depuis. Là, je suis au conservatoire du 12e, je suis en 2e année. Paul Ducasse. Paul Ducasse, monsieur. Et du coup, ouais, je m'enjaille là-bas et tout. J'adore, le groupe est super, les profs sont super. Voilà, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. On est arrivé au présent. On va dire, on garde des petites surprises. Voilà, mais on est arrivé au présent, en tout cas. C'est ça. Inès? Bonjour. Ouais, pour commencer. Comment je suis arrivée dans ce que je fais? Ouais, c'est quoi ta formation? Comment t'en es arrivée à dessiner et à faire tous tes projets merveilleux? Merci. De base, je me destinais pas du tout au dessin. J'ai toujours été un peu touche à tout depuis toute petite à toutes les formes d'art. J'ai commencé par le chant, que je continue encore, mais de manière plutôt, on va dire, divertissante, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai fait un bac théâtre comme toi, d'ailleurs. Voilà, ouais. Lycée Molière représente, tu vois. Et en vrai, j'avais compris que le théâtre, c'était pas du tout ma voie. J'allais pas trouver ça. Et en fait, à la terminale, comme tu l'as dit, c'est un peu le moment où on se dit, bon, je fais quoi maintenant? Et j'étais un peu perdue. Et disons que tout ce qui était support artistique, peinture, etc., ça m'attirait, mais je ne savais pas si je voulais pratiquer. Donc, j'ai d'abord fait une première année de licence Histoire de l'art à la Sorbonne. Et en fait, c'est là d'où a commencé à jaillir la décision de faire dessinatrice, etc. Mais au départ, je me destinais plus au dessin d'animation. Okay. Et ensuite, j'ai testé en prépa ce que c'était. Et je me suis dit, ouais, non, c'est pas du tout pour toi. Mais j'aimais trop le dessin narratif quand ça racontait une histoire. Et j'ai commencé un peu à me renseigner sur les différentes formes de médiums qui racontent des histoires par le dessin. Et j'ai redécouvert la bande dessinée par Bastien Yves au travers de la super BD. Je sais pas si vous connaissez Le Goût du chlore. Pas du tout. Toi, tu connais peut-être? J'ai lu, et une sœur aussi, de mémoire. Une sœur, c'est plus tard. C'est plus tard qu'il l'a l'a fait? fait plus tard. C'est par là que je l'ai découvert. Le Goût du chlore, c'est vraiment ce qu'il a fait connaître dans le grand public, quoi.
Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. En plus, c'est pas du dessin qui bouge, mais un petit peu. Il y a toujours un petit travail de cinématographie avec cadrer les plans, choisir une mise en page, etc. Et je me suis dit, bah, go là-dedans. Donc, je suis allée dans une formation dessin narratif pendant 3 ans où j'ai fait de super rencontres. Et j'ai d'ailleurs travaillé avec Bastien Yves, comme quoi. La classe. Ouais, la classe. Ouais, franchement, c'était cool. Ouais. J'ai été assistante sur le manga Last Man, sur le tome 11. Waouh. Et ouais, c'est trop stylé. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer mon petit réseau parce que je me suis dit, même si t'es jeune, à ce moment-là, j'avais 19-20 ans, c'est le moment de te créer un réseau. Donc, je suis allée voir les auteurs en festival à Angoulême, etc. J'ai commencé à démarcher avec eux, à faire monter mon Instagram parce que c'est comme ça que je me fais connaître. Et du coup, au fur et à mesure, on m'a proposé des jobs. Donc, j'ai d'abord commencé en tant qu'assistante couleur. Et ensuite, quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, bon, maintenant, on fait quoi? Et j'ai monté mon fameux projet de livre auto-édité où j'ai rassemblé plus de 50 personnes, des artistes, des photographes, des dessinateurs. On va en parler en détail. Mais c'est toujours bien de faire un petit teaser, tu vois. Ouais, voilà, faut savoir appâter le client, tu vois. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus pendant 1 an. Et c'était un peu compliqué parce que c'était durant l'année du Covid. Et en plus, j'avais repris mes études en histoire de l'art. Donc, j'alternais études, drame personnel aussi. Et donc c'était un peu compliqué. Mais je suis trop contente de ce projet qui est sorti il y a presque... Non, il n'y a pas presque 1 an. C'était en août dernier. Et depuis, là, j'enchaîne les projets plus perso. Donc là, je fais actuellement illustratrice pour une box de sextoy. Et je développe mes petits projets à côté, tapis dans l'ombre, mais ça va sortir. Ça va sortir, voilà. Stylé, ok, bien. Voilà. Eh bah, Camille, bonjour. bonjour. Mon histoire à moi, au niveau artistique, elle est un peu plus compliquée. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y en a une, mais il n'y a pas vraiment de gros débuts et de grosses fins. Si tu veux, moi, je suis d'une famille d'une famille en dehors de ma mère, plus simple, qui est très artiste. Ma mère, elle est chanteuse d'opéra, donc artiste lyrique à l'Opéra National de Paris. Je le dis parce que c'est tellement génial, quoi. C'est tellement clair, un métier fier. extraordinaire. C'est un peu la classe quand même, tu vois. ça pèse. Ça pèse de ouf. Et bref, elle m'a forcé à faire du piano depuis que j'étais toute petite, depuis 4-5 ans. Bon, je dis ça, mais c'est pas une tirade non plus, mais bon, bref. Et donc, j'ai commencé le piano à ce moment-là. Donc, j'avais des profs qui venaient à la maison. Ensuite, j'étais au conservatoire. J'ai fait des concours. Après, ça m'a un peu saoulée. J'ai arrêté, un peu rébellion adolescente, tout ça. Du côté de mon père, et donc, je raconte ma vie. Du côté de mon père, lui, il a fait des... Enfin, ce qu'il marque un peu. Il a fait des études de langue, mais langue orientale. Donc, persan, tout ce bazar-là, tu vois. Et donc, moi, j'y connais rien. Mais ça m'a apporté une espèce de petite culture, un peu. C'est une manière d'agir, de concevoir le monde qui est complètement autre. Et c'est très intéressant parce que quand on vit en France, le fait d'être éduqué d'une manière un peu plus orientale, bon, c'est un peu cliché quand je dis ça, mais ça donne un c'est autre éclairage. Voilà, et c'est super intéressant. Depuis que je suis toute petite, j'ai vu là-dedans. Et ma mère, au niveau des langues, elle a énormément de famille qui est aux États-Unis. Donc le côté ricain, je l'ai aussi. Ça, c'est de la table, oui, c'était prévu. Voilà, donc le côté ricain, je l'ai aussi. Donc l'anglais, bilingue depuis belle lurette, on connaît. Maintenant, je suis en première année de fac. Je suis un petit bébé dans la table, hein, mais bon. En première année de fac, en double licence de littérature anglaise et allemande, parce que les langues, ça me fait juste vibrer et j'adore ça. Et je veux absolument apprendre, parce que c'est tellement intéressant. Avec les langues, il y a la culture qui vient et la manière de concevoir le monde, etc. Bref, tout ça. Et pour revenir du coup à la photo, parce que c'est ça qui me représente aujourd'hui, mais ça m'a pas toujours représenté parce que comme j'ai dit, il y avait le piano, il y a aussi eu le chant. J'étais dans une chorale professionnelle, enfin semi-professionnelle, sotto voce, et je suis restée en 3 ans, je crois, donc c'était quand même assez long. On a fait des tournées, tout ça, et donc il y avait de la danse, du chant, comédie musicale, tout ce genre de trucs. Et en fait, moi, à partir tu parlais de drame personnel tout à l'heure, j'en ai aussi vécu, bon, je pense comme tout le monde. Oui, on t'en serre la main, oui, t'inquiète pas. Et donc, malheureusement, j'en ai vécu, mais c'est aussi ça qui m'a forgée et qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ce cher mars 2020, moi, j'étais à mon année de terminale, donc je passais le bac, etc. Et donc, j'avais harcèlement scolaire, tout ce genre de bazar, voilà. Et plus harcèlement dans la rue, bon, super, voilà. Donc, tout ce genre de petits trucs qui a fait que moi, la photo, ça faisait déjà 3 ans que j'en faisais parce que j'avais l'appareil photo de mon père.
mais j'en faisais parce que j'appuyais sur le bouton, le déclencheur, et voilà, c'était pas vraiment à moi. Et je prenais des photos de mes potes, etc. Mais c'était pas à moi parce que je me prenais jamais en photo moi. Donc j'avais pas de souvenir de moi, en fait, de comment j'évoluais, à quoi je ressemblais. Donc il y a un espèce de gros trou dans mes photos de 3 ans, quoi, de moi que j'existe pas. À partir du moment où ma mère elle a arrêté de me prendre en photo, j'ai plus rien, tu vois. Bon. Et du coup, arrivé dans ce cher confinement, où moi, j'ai vécu des crises d'angoisse assez costauds, des grosses remises en question de ce que je faisais, comment je parle, de tout. Enfin, c'était de l'hypersensibilité, mais la plus pure, quoi. En plus, j'étais toute seule, parce que, voilà. Je me suis retrouvée avec mon appareil photo et je me suis dit, bah merde, il est devant moi. Donc pourquoi pas en faire quelque chose et pourquoi pas me mettre moi en valeur? Parce que j'ai aucune idée de qui je suis et ce que je peux être, en fait. C'est pas tant qui je suis, mais ce que je peux être, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me prendre en photo, mais pas me prendre en photo juste pour me la péter, pour être jolie, tout ça. J'avais un besoin de recherche des choses, du coup, comme je viens de te dire, que je pouvais être. Et j'avais besoin de faire des choses qui étaient tellement hors du commun et, entre guillemets, inatteignables, des choses qui sont éphémères, parce qu'une fois que je les fais, elles sont sur moi, et c'est marqué, et c'est une façon de me dire... Tu l'as fait et donc tu peux le faire, tu vois. Mais des fois je fais des maquillages, parce que je fais des maquillages du coup avec Lodo, qui sont complètement extravagants, mais qui ont en soi un symbole de, voilà, t'es capable de faire des choses. Autrement que juste en apprenant à l'école, en te faisant des potes, tout ça. C'est un beau moteur. Hein. Voilà. Franchement, c'est le moteur le plus touchant que j'ai entendu depuis avoir démarré cette émission. Pour avoir croisé beaucoup de créas, franchement, je trouve que c'est une belle raison de se mettre à créer. Ouais. Et ça montre en fait la puissance que ça peut avoir salvatrice en fait dans la vie des gens. Mais le mot puissance que tu utilises, c'est vraiment ça. C'est un truc, ça vient, je sens que ça vient, il faut que ça sorte, quoi. C'est un exutoire presque. Ouais, mais clairement. C'est une thérapie pour moi. Si je le fais pas, je suis pas bien. Là il faut que je rentre chez moi, je fais un shoot direct. Et toi, Zéphyr, est-ce que la musique c'est une thérapie finalement? La phrase toute faite. Il l'a écrit et tout, il l'a lu. Dire un sujet de bac, ouais. Est-ce que je le dis? Exactement. Je répondrai à cette question plus tard. Du coup, la musique pour moi. Ouais, je suis musicien du coup, pianiste principalement. Et j'ai commencé le piano à 6 ans. J'ai suivi une formation plutôt classique jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la musique que j'écoutais moi. Enfin, j'écoutais genre Section d'Assaut, Bob Marley, les Beatles. Et je me suis dit, bah, j'ai un piano, je vais faire les musiques que j'aime bien moi, au lieu d'apprendre seulement les musiques qu'on me demande d'apprendre. Donc j'ai écouté les musiques, j'ai commencé à les reproduire, etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler l'oreille et à faire des musiques que j'aimais bien. J'ai rencontré des potes musiciens dans mon école de musique à l'époque. Donc, t'as fait un bac L, ou un bac classique. Là, je te parle de collège. Ok, t'es encore au collège à ce moment-là. De toute façon, ça n'existe plus, ça. C'est vrai. Ouais, en plus. Ils vont regarder dans 10 ans, L. C'est trop compliqué maintenant, les bacs. Mais donc, à ce moment-là, t'as quel âge quand tu... À ce moment-là, j'ai 11 ans, 12 ans. Ah oui, d'accord, donc t'es encore super jeune. Ouais. Mais ce que je faisais, c'était vraiment nul, tu vois. Si j'écoutais aujourd'hui, je le trouverais nul. Mais en vrai, j'adorais ça. Et moi, j'étais sur mon piano, il y avait mon pote à la guitare, on faisait n'importe quoi, c'était trop cool. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment kiffer la musique et à commencer à penser à continuer ça, quoi. Okay. Avant, c'était juste parce que ma mère voulait que je fasse des cours. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une occurrence. Non, mais tu vois, c'est pas dérangeant, genre, mais j'y vais par habitude plus que par passion. Exactement. Et puis un jour, tu te l'appropries. Ouais, à partir de là, j'ai commencé à bien aimer la musique. Donc après, voilà, ça c'est un peu... ça a évolué. J'ai commencé à rencontrer beaucoup plus de musiciens. Je suis arrivé à Paris. Là, j'ai fait mon bac littéraire. Spécialité musique. Parce que tu viens d'où avant Paris? J'étais dans le sud de la France. Ok. À Puy-Serguier, représente. Toute la France ici. Hein. Mais c'est là que j'ai commencé à kiffer la musique à Puy-Serguier. Ok. Grâce à mes potes qui étaient musiciens. Et après, du coup, tu arrives sur Paris? J'arrive sur Paris, je continue la musique, je continue à rencontrer des gens. Je me dis que je vais faire des concerts. Ok. J'avais jamais fait de concert. Là, je suis arrivé en 3e à Paris. Ah ouais, mais t'es... D'accord. Il est précoce, hein. Ah ouais. Tout seul, hein. Tout seul. Tout seul. Ok. 14 ans. Ouais, c'est ça, 14 ans. Et je me dis que j'aimerais bien faire des concerts, donc je trouve une chanteuse. Elle m'a trouvé plutôt, qui s'appelle Bonnie, qui est toujours chanteuse, je crois, en comédie musicale, avec laquelle je fais mon premier concert à Paris, un piano-voix
Encore une fois, aujourd'hui, si je réécoute, c'était pas ouf. Mais voilà, ça avait le mérite d'exister. On a été payé en plus un petit peu. Donc, c'était un gros cap pour moi. Donc après, ça a lancé tout ça. J'ai rencontré encore plus de musiciens. Des potes qui étaient musiciens ou des musiciens qui sont devenus mes potes. J'ai commencé à monter des groupes avec lesquels je suis encore aujourd'hui. Je suis batteur dans un groupe aujourd'hui. Ouais, je fais de la batterie aussi. J'adore. Excusez-moi, pardon, je fais de la batterie. Non, ouais, mais enfin, genre, j'ai toujours un tout petit peu touché à la batterie. Et là, avec ce groupe-là, ils m'ont dit hey, t'es pianiste, viens, on cherche un batteur. Change d'instrument. C'est vraiment ça qu'ils m'ont dit. Et donc, je suis batteur dans ce groupe encore aujourd'hui. On fait des concerts régulièrement et tout. J'ai d'autres différents groupes. Quelle classe. Donc, c'est cool. Et je suis toujours au conservatoire. Je fais toujours du piano classique et j'y tiens beaucoup. Ok. Beau parcours. Merci beaucoup pour ces présentations très touchantes de chacun d'entre vous. On passe tout de suite à la seconde partie de cette émission qui s'appelle Pire ou meilleur. Vous allez pouvoir, dès maintenant, me raconter une anecdote, commence qui veut. Tout le monde n'est pas obligé d'en raconter une, hein, si vous n'avez rien à raconter parce que votre vie est creuse. C'est le présentateur qui vient. C'est exactement pour ça qu'on est là, en plus, ouais. Mais voilà, si elle est touchante, si vous en avez retiré quelque chose, si elle est drôle, si ça vous a permis d'apprendre, si ça vous a permis de réaliser un truc dans le monde, c'est maintenant. Et Nézar, je suis sûr qu'au State, il s'est passé des trucs. Bon, non, en vrai, ça dépend. Non. On censure ou on censure pas? Non, c'est pas ça. C'est que c'est très récent en plus. C'est pas que c'est le pire, mais c'est le plus frais dans ma mémoire, tu vois. C'était en septembre, justement. Bah, c'était avec la même boîte de prod avec qui j'ai l'habitude parfois de faire des sortes de gros tournages américains, mais en assistant prod. Là, cette fois-ci, pas avec un salaire de stagiaire, ça fait plaisir. Et là, cette fois-ci, ils tournaient en Corse, en fait. Et il n'y avait pas assez de gens vaccinés en Corse. Du coup, ils ont fait appel à des équipes sur Paris. Moi, je me suis dit, bon, allez, j'aime aller en Corse, petites vacances, sur une semaine carrément, tu vois. Et j'y vais. Et en plus de ça, il leur manquait des drivers. Du coup, ils me font, ouais, t'as le permis, Nézar? Vas-y, on va te filer une camionnette et tout. Je suis en mode, bon, ok. Déjà, je conduis rarement sur Paris, donc on va voir ce que ça donne. Je suis revenu en vie, donc la preuve. Ça s'est bien passé là-dessus. Mais du coup, j'y vais. J'y vais en plus avec mon petit frère qui lui aussi est dans le milieu. Lui, il est surtout monteur et commence à réaliser maintenant du coup. Big up à lui d'ailleurs. Et justement, on y va ensemble et tout. Et du coup, je récupère mon véhicule, on arrive à l'hôtel et tout. Il y a toute l'équipe, nanana. Et on attend. Et ce qu'on fait souvent avec cette boîte, c'est genre... c'est comme si deux équipes se fusionnaient. Nous, on a notre team française et on commence à s'habituer, on se connaît, il y a des visages qui reviennent. Ah, ça va ou quoi, tu vois, qu'est-ce que tu deviens? Et les Américains, c'est un peu... c'est le client roi, tu vois, genre welcome, tu vois. Et du coup, on attend, on est souvent genre assigné on est assistant à une sorte de producteur qui gère chaque chose. Et cette émission-là, je sais pas si je peux le dire, est-ce que c'est sorti? Ça devrait me le dire. Non, mais je vais raconter l'histoire, il n'y a pas de cible. C'est une émission, bon, je veux dire ce que c'est, sans le nom. C'est un peu comme Pékin Express, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu suis des équipes américaines. En vrai, je vais le décrire, ça va le spoiler de ouf, mais je dirais pas le nom, tu vois. Et du coup, c'est des équipes qui voyagent dans le monde et tout. Et du coup, chaque pays est censé avoir un peu leur équipe de prod sur place. Donc, nous, on est l'équipe française. Et cette boîte, ils ont l'habitude, avec cette émission, de bosser avec eux plusieurs fois. C'est genre la 5e ou 6e fois qu'ils arrivent. Et du coup, je vois avec mon directeur de prod, il me dit, voilà, ta productrice, ça va arriver. T'inquiète pas, elle est très gentille. Nanana. Là était le piège. Elle arrive et tout, tu vois. Et ouais, c'était un peu ennemi public numéro 1 de l'équipe française, tu vois. Ils s'entendaient avec personne, nonchalant, tu vois. Pas du tout une bonne ambiance.
Et là, tu vois, c'est un moment d'expérience professionnelle où tu prends sur toi. Là, ça a vraiment été un challenge pour moi et une épreuve pour ma patience. Et de toute façon, c'est pas la première fois que j'ai eu des patrons grave chiants. Du coup, j'ai pu user de ces expériences passées. Mais c'est hors artistique. Du coup, j'essaie de nourrir ça aussi, ces expériences dans le passé. Tu vois, c'était dans le cadre de ma licence. Tu vois, vu que c'était en éco et tout. J'ai pu faire des stages dans autre chose. Et du coup, pendant cette semaine en Corse, j'étais là en mode robotique, à la Côte d'Or partout, je dis rien, tu vois, avec ça. Mais aussi, je devais l'accompagner partout. Et rien, il n'y a pas de discussion et tout. Mais moi, j'aime bien parler, la preuve. et du coup, j'étais en mode, bon, allez, tranquille, il reste 3 jours, tu vois. Tranquillou, alors que j'en parle avec mon frère, il est en mode « Oh, elle est terrible, je sais pas comment tu fais et tout. » Moi, j'aurais pété un câble avant. Je suis en mode « Bah, heureusement, c'est pas toi, tu vois. » C'est vrai que souvent, ça arrive, surtout dans les milieux artistiques, de rencontrer des forts caractères. Mais j'ai l'impression que dans le cinéma, il y a un aura autour de ce milieu sur les caractères comme ça qui sont spéciaux. Quoi. Et même pas juste par rapport aux stars, c'est aussi par rapport juste, tu dis, ah, c'est ce producteur-là, il est comme ça, t'as jamais entendu son blaze avant, mais il est connu pour cette répute-là, tu vois. Et du coup, la semaine se termine, j'étais en vie, tu vois, par rapport à ça aussi, je retourne voir mon directeur de prod, il me dit, ouais, ça s'est bien passé avec l'autre et tout. Et j'étais en mode, ouais, ça va, t'aurais pu me prévenir. Il m'a dit, non, mais t'inquiète, je savais que t'allais gérer et tout, j'avais confiance en toi. Mais il est super comme directeur. Et du coup, ça, c'est un peu l'anecdote où j'ai dû suer un petit peu. Quoi. Et prendre sur toi, faire des efforts. Ouais. Mais et après, c'était sur un projet incroyable. Tu vois, ouais, ça va, en termes d'expérience, en contrepartie, ça va coûter première fois, genre, je quitte chez moi pour du taf. Et c'est quand même dans le cinéma, l'audiovisuel. C'est super émancipant. Tu vois, ouais. Et en plus, c'est la Corse. C'est trop beau, la Corse. Si vous étiez allé en Corse. Franchement, prochaine vacances. Je suis pas sponsorisé par l'Office de tourisme Corse, mais... Tu peux on aimerait bien les avoir en sponsor. Appelez-moi. Mais en tout cas, ça, c'est l'anecdote que j'avais en tête. Et ouais. Stylé. Ça pèse. Ouais. Inès, une petite histoire à nous raconter ou pas? Ouais, bah disons que c'était quand j'ai commencé ma formation et disons que c'était vers la 2e année, donc l'avant-dernière année où là je commençais à me faire un petit nom dans le milieu. Donc là j'avais fini mon stage chez Bastien Yves et j'avais reçu des propositions de contrats chez de grosses maisons d'édition. Okay. L'une en particulier c'est Glénat, c'est l'éditeur de Titeuf quand même. Et franchement, je m'attendais pas à ça. J'étais super heureuse. Et là, pour la première fois, j'ai eu affaire au revers de la médaille concernant les auteurs masculins, tu vois. C'est-à-dire que j'en ai parlé à des potes, tu vois, j'étais super heureuse. Et alors, est-ce que je peux dire des gros mots ici? Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Non, parce que, en fait, je m'attendais pas à ça, mais je pensais qu'ils allaient être super contents pour moi, comme moi, je serais content pour un pote, tu vois. En fait, non, ils m'ont dit « Ouais, c'est que pour ta gueule et ton cul qui t'a proposé ça. » Donc, j'étais « Ah, super, l'amitié. Ah, génial !» Même mon ex, pendant notre histoire, il m'a reproché d'être une femme autrice et que je lui volais la vedette. Mais je pense que c'est parce que j'étais une femme et que ça lui plaisait pas trop. Okay. Et du coup, voilà. Donc, et puis, j'ai plein d'autres anecdotes là-dessus. J'ai dû vraiment m'affirmer et dire « Voilà, vous n'avez pas à me regarder en tant que femme, mais en tant qu'artiste à part entière. Et j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. » Et 10 000 ah bah voilà, vraiment. Mais c'est tellement dur, putain. Surtout quand t'es une femme et de percer dans un milieu artistique, c'est tellement compliqué parce que direct l'approche, elle est pas pareille que quand t'as un mec devant toi, tu vois. Et du coup, t'es là, mais non, mec, moi je suis là, je monte mon taf, je suis là pour toi, je consacre du temps pour toi. Ça veut dire que j'investis de l'espoir pour notre collaboration et toi, tu me réduis à juste une gueule, un cul, voilà, un corps, quoi. Et c'est dégueulasse, mais en fait, je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas poser tes ovaires sur la table, tu vois, et tu vas montrer ce que tu sais faire. Tu vas leur montrer ce que tu sais faire. Et quand j'ai sorti mon livre, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, qui m'ont approché comme ça, et je leur ai dit, non mais ça va pas ou quoi? On est en train de bosser ensemble. T'as pas à me parler comme ça, t'as pas à me dire des choses comme ça. Ça, c'est des personnes qui étaient dans ton cercle proche. Cercle proche ou même des gens avec qui j'avais envie de bosser, tu vois. Donc ça m'a permis de faire du tri, tu vois. Clair, franchement, on retient les vrais amis, les vraies personnes. Ça, c'est dur à faire. C'est tellement difficile. Ça doit créer des déceptions aussi. S'il y a des personnes dont t'aimes le travail et qui humainement
sont pas, entre guillemets, à la hauteur de tes attentes ou au minimum viable, quoi. Ouais. Ben, en fait, ça m'a surtout déçue d'un point de vue amical aussi, parce que c'est des personnes en qui j'avais vraiment confiance et j'étais vraiment heureuse, tu vois, de les connaître et voir leur côté sombre comme ça. Ouais. Mais c'est assez couru dans mon milieu, je pense que dans tous les milieux artistiques. Ouais. La photo. Voilà, non mais voilà, mais je sais pas, j'ai une pote aussi qui a été assistante pour Guarnido, celui qui a fait Black Sad, il a bossé avec Disney, etc. Et on lui a dit, ouais, c'est parce que t'es une femme, voilà, c'est pas du tout par rapport à ton talent. J'étais super, voilà. Mais grave, génial. En plus, c'est son ex qui lui a dit ça quand même, droit dans les yeux, tu vois. Donc... Ça me sonne un peu ça. Ouais, super. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, quand tu sors ton livre, tu leur montres ce que tu sais faire. Et quand j'ai sorti mon livre, là, les gens ont commencé à me regarder autrement. Et ils se sont dit, waouh, du haut de ses 23 ans, cette petite nana, elle arrive à faire tout ça. Donc maintenant, respect, on se tait et on l'écoute, tu vois. Et maintenant, quand j'ai quelqu'un au téléphone, même là, par exemple, pour la box de sextoy, c'est dur à dire, purée. Il y a beaucoup de X, mais c'est très équivoque ce que je viens de dire. Mais comment dire, pour la box, quand j'ai eu le mec au téléphone, du coup, même si on parle de cul, on parle de choses que je dois dessiner qui sont assez hard quand même, on parle de BDSM, etc. Moi, je garde vraiment une attitude pro et tout, tu vois. C'est mon travail. C'est pas comme si on me proposait une prestation, tu vois, genre, c'est pas pareil et tout. Et du coup, maintenant, les gens me respectent plus. Ils me voient vraiment comme une femme artiste à part entière et pas comme une meuf qui est là, qui profite de son physique, etc. Exactement. Parce qu'à la base, tu t'es imposée. Ouais, voilà. Mais c'était dur, hein, parce que c'était un long travail. C'est jamais vraiment fini en soi. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Mais c'est trop marrant parce qu'une fois que tu t'es imposé, tu vois le regard de ces gens-là et ils sont tout penauds d'un coup. Ils sont là, ils sont aux petits soins et tout. Ils voient qu'il y a quelque chose à tirer de toi maintenant. Donc ils se sentent obligés d'être dans une posture plus profitante. Quoi. Mais c'est d'une tristesse quand même quand on arrive là et quand on soit obligé de se battre, machin. Mais pour des discriminations juste de sexe, quoi. Juste, du coup, si je peux enchaîner. Bien sûr. Non, mais parce que voilà. Tu parlais du coup de ce problème-là en étant une femme. Moi, du coup, la photo, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est de la photo que je fais que sur moi. C'est-à-dire que je fais que des autoportraits. Et je sais que pour certains qui connaissent pas ce milieu, etc., ça peut paraître très narcissique, mais c'est vraiment tout le contraire. C'est-à-dire que quand moi, là, par exemple, ce soir, quand je rentre et que je me colle des trucs sur la tête, c'est pas moi. C'est-à-dire que je rentre dans mon personnage mais je sais même pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est juste mes mains qui servent de pinceau de peinture, de trucs, de bouts de papier, de carton, juste ça vient direct. Et je vois si c'est joli, des fois c'est gore, des fois c'est dégueu. Après, je m'en trouve avec de l'argile qui colle partout et c'est moche. Et du coup, je me relave le visage, mais du coup, je refais par-dessus. Enfin bref. Donc, c'est moi qui me prends en photo avec mon Canon comme ça en selfie devant mes lumières, parce que maintenant j'ai des lumières, Dieu merci. Avant, je faisais tout avec avec les lampes de chevet qu'il y avait chez moi, etc. Mais c'était ce niveau-là, tu vois. Même la caméra de mon téléphone, mon ancien téléphone, mon Wiko. Enfin, moi, c'était un petit niveau. En plus, c'est un Wiko, Exactement. Exactement. Bon, maintenant, j'en ai pas. Mais bref. Oui, donc pour. Ça paye la vie d'artiste. C'est pas ça qui m'a payé, malheureusement. Mais bon, écoute. On espère dans quelques années. On espère bien. Et du coup, oui, pour revenir à ça, moi, la première photo que j'ai postée, et ça devait être en mars, j'avais déjà un compte Instagram, mais c'était des photos un peu normales de compte Instagram, tu vois. Première photo que je poste, moi je commence à avoir mon corps qui change et qui s'affirme vraiment en tant que femme, donc un corps calipige, tout ce que tu veux, un vrai corps de femme. Donc moi je me retrouve dans ce corps-là, déjà dans un quartier qui est pas forcément propice à être une femme, parce que maintenant en général je sors en sweatshirt, je veux qu'on voit aucune forme parce que voilà, bon, on l'évitera les détails. Mais du coup ouais, même chez moi, tu vois, les fois quand je vais me laver, etc., je me rends compte que j'ai un corps de femme et je me dis merde, j'en fais quoi? Est-ce que je voulais le cacher tous les jours? Est-ce que je mets des trucs larges? Bref. Mais du coup, quand j'ai eu la période où j'ai commencé à faire des photos, le premier jour, je sais pas ce qui s'est passé, c'est juste ma tête mon corps qui l'a fait tout seul et je me suis pas bloquée et je suis très très fière de moi là-dessus parce que vraiment, c'est bien que je l'ai fait. C'est que je me suis mis dans une tenue, un espèce de soutif rouge un peu sexe, tu vois, enfin genre un grand décolleté, donc avec mes formes, voilà. Et donc je fais mon shoot photo avec ma mère qui était à côté, enfin bref, elle voyait très bien, elle a toujours su, elle me soutient à fond, je l'aime. Mais donc je fais mes photos et puis je les poste. Et j'ai eu des réactions, mais juste horribles. Mais vraiment abominables. Mais de gens même très proches, que je considère comme ma famille, qui me disaient « mais tu deviens une pute en fait ». Genre c'est pas... Meuf, non mais c'est... Il m'est arrivé la même chose. C'est hyper bien Non mais il m'est arrivé la même chose, je te jure. Mais si tu veux, quand quelqu'un te dit, alors que c'est ton pote, que tu deviens une... Enfin, c'est quand même des mots, ça a du sens, tu vois. Alors que juste, c'est ton corps, c'est quand même extraordinaire. Parce que moi, si tu veux, encore... Enfin, je peux même pas dire ça, parce que même les filles qui posent que leur face en bikini à la plage ou quoi,
bah écoute, elles font ce qu'elles veulent. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ça. Et puis, s'il y en a qui sont assez bêtes pour penser que c'est des putes parce qu'elles font ça, bah qu'ils le pensent, mais qu'ils ne le disent pas, par contre, parce que ça leur regarde pas, tu vois. Et donc, moi, quand je poste ça, je m'affirmais un peu, tu vois. Et donc, une fois que j'ai fait ce post-là, j'ai plus jamais refait de photos de mon corps ou quoi, parce que c'est pas ce qui m'intéressait. C'était pas du tout parce que j'avais honte ou quoi. Enfin, bon, j'avais honte aussi, mais pas à cause d'Instagram. Mais voilà, donc j'ai commencé à faire mes shoots photos, etc. Et donc, dès que c'est des shoots photos juste de ma tête avec du coton et de l'argile dessus, les gens se disent, bon, bah, elle est pas bonne, quoi, donc je swipe et on s'en fout, tu vois. Ce que je comprends. Mais c'est aussi c'est très douloureux, en fait, pour un artiste. Après, bon, je comprends, en mode, si j'aime pas un post, je like pas, c'est normal, tu vois. Mais quand c'est vraiment tous et que d'un coup, je poste une photo un peu, tu vois, genre là, récemment, j'ai fait un post où j'ai découpé mon t-shirt et je me suis dit, bah, merde, pourquoi pas le faire sur mon corps, carrément, pourquoi pas essayer d'assumer cette fois-ci. Donc je le fais carrément, je me fais une espèce de jupe, je sais pas quoi. Et je poste ça, et j'ai genre, je sais pas, 200 likes de plus qu'en général, tu vois. Et juste quand je vois ça, bah oui, ça me fait plaisir, mais en même temps, je me dis, mais vous êtes des merdes, quoi. Enfin, genre, vous êtes vraiment des merdes, parce que ça fait chier, tu vois. Ça fait vraiment chier, je comprends, mais ça fait chier. Donc, je me dis, moi, si je veux percer, enfin, si je voulais percer de cette manière-là le plus rapidement possible, mais je posterais que ça. Et je sais très bien que ça monterait super vite, mais ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'espèce de petite pépite, tu vois. Genre, il y a des gens, ça fait 1 an qui me suivent, et ils sont absolument fans de moi. Et dès que je poste un truc, c'est putain, mais j'adore Camille, génial, continue, trop bien, machin, te décourage pas. Et enfin, c'est une espèce vraiment lié à ton processus créatif. Exactement. Et pas à toi en tant que... Voilà, exactement. Et ça, juste, c'est merveilleux. C'est très rare, et j'attends pas à ce que tout le monde le soit. Mais quand il y a des gens, tu vois, qui comprennent ce que tu fais, toi, avec tes mains, et pas à quoi tes mains ressemblent, si t'as des beaux ongles, si t'es belle ou pas, juste ça, c'est tellement agréable. Et au niveau... Elle vérifie. Et ouais, et du coup, moi, je parle souvent beaucoup d'images, parce que le principe de l'image, c'est que c'est quelque chose qui est déguisé, qui est maquillé, on a une idée de ce qu'on veut montrer, et après, une fois qu'elle est là, bah, on peut la modifier. Ça se modifie en permanence, et puis tu coupes juste une partie, puis t'as l'impression que ton nez est plus long. Enfin, c'est ce genre de truc, tu vois. Donc moi, par exemple, quand je fais tous mes shoots, je pose toujours genre juste mon profil gauche, parce que j'ai pas le droit, tu vois. Enfin, tout le monde fait ses trucs à sa manière. Mais... l'image, c'est vraiment une question qui est extrêmement importante dans tout le milieu artistique, je pense vraiment, mais pour tout, tu vois. Bien sûr. Parce que la photo, c'est tout aussi dans le dessin que dans la peinture, que dans tout ce que tu veux, tu vois. C'est l'image, quoi. Et donc, moi, j'ai jamais fait... Donc, je suis autodidacte en photo, en maquillage, en tout. J'ai jamais pris de cours. Et c'est pas que ça m'intéresse pas, mais que pour l'instant, j'ai besoin de patouiller, tu vois. Comme quand t'es petit et tu prends la gadoue, les trucs, machin, et tu touilles un peu. Et voilà, ça te fait un pot de sorcière et tu te sens le roi du monde. Voilà, moi, c'est ça que je fais, mais à bientôt 19 ans. Et je kiffe ça. Bah, c'est génial. Donc voilà, donc je traite l'image. Mais du coup, c'est moi. On reviendra sur certains des shoots que t'as fait. Avec plaisir. Zéphyr? Une anecdote, c'est ça? Dis-moi tout. Dans le milieu musical, il se passe des choses, c'est comment? Avec tous les concerts que tu as fait, les rencontres, tu as bien dû vivre des petites choses palpitantes. Je saurais pas raconter la pire, mais je vais raconter une des meilleures. Ouais, c'était un concert dans un bar qui s'appelle le Piano Vache. Et c'était un de mes premiers concerts à Paris. Donc j'ai fait, je vous avais dit, le concert avec cette chanteuse. 2-3 autres concerts un peu nuls où j'ai joué 15 minutes et que c'était un peu nul. C'est la meilleure anecdote, là? Non, ça arrive. La meilleure anecdote. On va pas avoir la pire. Hein. Ça, c'est la pire, on va dire. Ça va, alors. Non, mais c'était le début, ça commençait à se construire et du coup, j'étais quand même content à l'époque de ce que c'était. Et là, j'arrive au Piano Vache, donc, ce bar, qui a pas du tout de matos. On a dû ramener tout, la batterie, tout le matériel, la sonorisation, les lumières, je crois. Non, il n'y avait pas de lumière. En fait, c'était ghetto ton truc. Non, on jouait avec la lumière du bar naturel, quoi. Et c'est à ce moment-là, pendant ce concert-là, où c'était rempli, incroyable. Le Piano Vache, je l'ai jamais vu comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah putain, c'est là que je veux être. T'as eu ce petit sentiment de dire, mais ma place pendant le concert, est là et nulle part ailleurs. Je me souviens, je crois que même de la chanson, c'était Boys Don't Cry, Non. que je chantais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. La vie est belle. Moi, ça m'est arrivé la première fois sur scène aussi, à 11-12 ans, quoi. Et c'est ouf, parfois ça se fait, je connais des gens avec qui ça s'est fait progressivement. Ouais. Il y a vraiment en partie, mais il y a eu ce moment-là qui a cristallisé un peu cette transformation de... Et alors à ce moment-là, tu sais que tu veux faire de la scène, de la musique en particulier. Mais justement, j'étais déjà, je me dirigeais vers la musique, mais à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je veux être sur scène. Je veux pas, je veux aussi composer, je veux aussi faire des trucs, je sais pas en fait. Et puis ça dépend des opportunités que j'aurai. Mais la scène, c'est magique en fait.
Moi, c'était progressif, ça aussi. La scène. De base, moi, c'était plus le cinéma qui m'intéressait, mais depuis cette année, on dirait depuis récent, je vais être dans le théâtre. Non, mais c'est genre, je commence à remarquer la différence entre ces deux métiers très différents d'acteur et comédien, en fait. Ou sur scène, dans le théâtre en tout cas, parfois tu peux être tout seul et créer quelque chose sur 2 heures et juste bluffer. Même, j'imagine, avec le piano, il y a juste toi et ton piano. Ouais, c'est ça. Et l'audience est captivée et tout. Tu nous refais un peu de piano Je fais du mime, monsieur. Attention. Je trouve ça hyper intéressant, genre, dans le métier de la scène. Je me suis dit ça récemment. Ton métier, c'est faire kiffer les gens. De quoi? Sur ça, quand t'es sur scène, ton métier, enfin, tu fais la préparation et tout, l'ordre des morceaux, les chansons que tu abordes et tout, c'est aussi pour te faire kiffer, bien sûr, et c'est parce que tu t'y crois artistiquement. Et c'est aussi pour faire kiffer les gens. Genre, moi, j'étais vraiment stratégiquement, je travaille le fil de mes concerts, l'ordre, etc. Pour me dire, à ce moment-là, ils seront dans quel mood? Est-ce que cette chanson, elle va les faire kiffer sur le moment et tout. Et c'est fou de se dire que mon métier, c'est de faire kiffer les gens. C'est un beau goal, hein. Et quand tu y penses, c'est grave étrange comme métier parce que tu demandes à des gens de s'asseoir dans une salle sombre pendant 2-3 heures et dire juste regardez-moi faire des trucs, tu vois. Et et tu les emmènes un peu dans nous au théâtre, c'est pas que kiffer, on peut les faire pleurer, faire penser à des choses, des émotions. Voilà, Et parfois, tu sens avec le public, carrément, tu vois. Là, récemment, j'avais lu un livre qui s'appelait Connexion de Kate Tempest, justement, où elle parle, Yel parle, parce qu'il y a le nom du nain, Yel parle de... genre, il y avait une étude qui a été faite où ils avaient étudié le battement de cœur d'un public quand ils regardent une scène. Ils ont remarqué que les battements de cœur, ils s'alignaient. Tout le monde commençait à battre au même rythme lorsqu'il regarde un truc. Ça m'a un peu marqué, ce passage. Tu vois. C'est ça. C'est comme un seul cœur qui bat à l'unisson, quoi. En fait. C'est trop beau. Quand tu vas voir un mec qui joue au piano, une pièce de théâtre... C'est vrai que le sentiment d'osmose dont tu parles, je l'ai souvent ressenti quand je vais en concert. Et notamment, moi je me rappelle, j'étais allé, je pense que c'était en 2016, j'étais allé au concert de Columbine, au Trianon, je crois. Et j'avais jamais ressenti, eux, à l'époque, ils avaient vraiment une fanbase qui était vraiment hardcore. Et je m'étais retrouvé dans la fosse au milieu de ces gens-là. Et c'est vrai que le sentiment de se dire que tous les gens qui sont là ont saigné les mêmes sons, et quand ils entendent, alors ils mettent pas le même sens dans les paroles, mais en tout cas l'intensité émotionnelle qu'ils ressentent, elle est... t'imagines, tu vois. J'ai la même sensation quand je regarde le haka, tu vois, au rugby, mais c'est ce sentiment d'osmose et d'alignement d'êtres humains ensemble. Je trouve que c'est le sentiment le plus puissant que tu puisses ressentir, quoi. Et que ça soit genre c'est naissant à travers l'art en plus, tu vois. C'est là où on réalise l'importance de ça et de la culture. Laissez ouvert, Macron. Je vous propose qu'on passe à la prochaine partie de cette émission qui s'appelle « C'est moi qui sais ». C'est moi qui sais, la question que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, parce que vous avez des profils que je trouve très différents, mais au niveau du stade de développement, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas loin les uns des autres. C'est, est-ce que vous avez eu un plan de carrière? Est-ce qu'il y a une strate dans votre vie pour gérer votre planning artistique? Est-ce que vous savez où est-ce que vous voulez être dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'au contraire, vous êtes dedans et vous vous dites déjà je verrai ce que je vais faire demain? C'est une question de conseillère d'orientation là. Sachant que, évidemment, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste comprendre en fait comment vous vivez actuellement votre processus créatif au jour le jour. Camille, tu l'as dit, toi, tu es autodidacte. Zéphyr, j'ai l'impression que ça a commencé il y a déjà 50 ans et aujourd'hui, tu fais des concerts. Monsieur Sraïdi, tu as fini sur Netflix, je dis pas de conneries. Tu dis pas de conneries. Ok, je veux dire, c'est ça. T'as autoproduit ta première BD qui est distribuée dans beaucoup de librairies. Je veux dire, vous en êtes quand même à un point assez ouf pour votre âge. Comment vous vous voyez demain? Et est-ce que hier, vous vous voyez là où vous étiez aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui? Moi, je vais commencer. Let's go. Déjà, donc comme je disais tout à l'heure, quand moi je fais mes shoots photos, je suis pas moi. C'est-à-dire que quand je reviens à moi-même, après quand je trie mes photos, parce qu'il faut les trier, il faut les mettre sur un ordi, il faut voir lesquelles les gens aimeraient, mais nanana. Bon bref, une fois que j'ai sur mon tel, j'ai pas bref. Il y a un des trucs qui est vrai, c'est que j'oublie tous les shoots que je fais. Mais alors tous en détail, mais tous, j'oublie tout.
Donc si c'est pas posté quelque part, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je me rappelle que j'ai fait un truc hier, c'est pour ça que je me suis couchée à 3h, mais je sais pas quoi, tu vois. Et donc là, de temps en temps, ça paraît narcissique encore une fois, mais au pire, ça l'est. Merde, voilà, ça est narcissique. C'est pas grave, on s'en fout. Des fois, je regarde mes réels parce que je crée du coup des petites vidéos montage de moi complètement débile dans ma salle de bain, la meuf tarée à se foutre des trucs sur la tête. Enfin bref, parce que je trouve ça rigolo. Moi, j'adore aussi. Puis même juste avant d'arriver là aujourd'hui, j'ai regardé quelques réels, tu vois, je me suis dit, attends, j'ai fait ça. Je fais, attends, mais j'ai coupé un pinceau, je me suis mis sur la tête, enfin, je me dis, mais j'ai fait quoi, tu vois, j'oublie. Donc bref. Et donc, oui, évidemment que le mois d'il y a 1 an, quand je commence toute seule dans ma chambre avec mes plantes, mes trucs et mon truc rouge à assumer que je suis une femme, devant la caméra et puis en mode je suis jolie, machin, et maintenant que je fais mes shoots complètement tarés et que je suis dans un vrai truc, tu vois, que j'assume complètement ce que je fais, les grimaces que je fais quand je me maquille devant ma caméra, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Donc, évidemment que je suis pas... C'était quoi la question que tu avais posée? Est-ce qu'il y a un plan, une stratégie, un enchaînement? Non, du coup, non. Pour moi, absolument pas. Absolument pas. Le but, c'est... quoi. Exact, mais c'est vraiment ça. C'est complètement sur l'instant, éphémère. Puis même ma mère, des fois, elle me voit dans ma chambre, puis elle vient pour me dire un truc, puis je la regarde, puis elle fait « Oh non ». Et du coup, elle me voit partir quand on est dans la salle de bain, je cours, je prends des trucs, machin, je sors mon appareil. C'est sur le moment, et après, c'est fini. Après, ça revient, il y a autre chose qui arrive, tu vois. Bon. Mais du coup, tu parlais d'organisation, je n'en ai pas. C'est parfait. Non, mais sinon, c'est pas parfait. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je suis en double licence de lettres. Donc, en vrai, bon, j'ai un programme qui est pas si dur que ça. J'ai genre 4 heures par jour. Mais ça me fait 2 heures de trajet d'erreur pour y être. Ensuite, tu retournes. T'es à la maison. Donc, manger, c'est pas nécessaire. Boire, c'est pas nécessaire. Dormir, c'est pas nécessaire. Faire des photos, c'est nécessaire, tu vois. Donc, en soi, c'est bien parce que ça me fait créer des trucs. Mais de l'autre côté, derrière le rideau, c'est quoi l'expression? Le décor. L'envers du décor. Voilà, l'envers du décor. C'est que je suis éclatée. Je suis fatiguée et du coup, ça me rend très émotive parce que on dit fatiguée quand tu puises l'énergie de tes réserves, en gros. Tes émotions, elles sont beaucoup plus... Ouais, c'est ça, t'es vraiment à fleur de peau tout le temps. Donc dès que j'entends un truc et que c'est un peu trop fort et que ça me paraît un peu méchant, je commence à avoir les larmes qui coulent. Mais enfin, c'est pas des larmes en mode non, pas cool, et après ça mieux. C'est vraiment, je suis dans un état où je peux me retrouver par terre. Mais je n'en peux plus, quoi. Puis d'un coup, je vais être énervée, je vais tout balancer, puis je me dis, bah non, après du coup, je pleure, après je suis énervée. Enfin, c'est vraiment... Faut travailler l'hygiène de vie. C'est super dur, mais quand t'arrives à un certain niveau, et ça, et on le voit surtout dans le milieu sportif, mais même dans le milieu artistique, quand tu arrives à un certain step où on est presque au stade de virtuose, t'as un truc où ton corps et ton hygiène, ça fait partie de ton professionnalisme. Surtout nous, et là je le vois chez mes camarades, des cernes comme as là ces dernières semaines. Et non, c'est pour ça, moi je suis assez strict là-dessus. Il faut que j'ai mon sommeil, il faut que j'ai le ventre plein. Ça, c'est bien. Moi je sais pas faire, je m'en fous. Parce que quand tu es dans ces bonnes conditions-là, après tu vas être mieux dans ce que tu fais, tu vas être plus confortable. Je le sais, mais c'est trop tentant. Mais en même temps, il y a le dilemme de il faut être productif. Il y a trop de taf, il faut l'assumer, tu peux pas dormir. Et toi, Nézar, il y a un petit plan, une stratégie dans ce parcours? Ouais, moi c'est l'inverse. Moi, j'essaie de planifier le plus possible. D'où, là justement, je suis en train de préparer les concours des conservatoires nationaux. Et mes camarades le savent, tous les gens au conservatoire le savent, c'est que ça prend du temps. C'est annoncé, et tu vas y arriver. J'espère, mais en tout cas, je me suis pris grave à l'avance cette année. Et en plus, le truc, c'est que chez nous, il y a des limites d'âge, justement. Eux, c'est à 26, 27. Moi, j'en ai 25, donc là, je suis à la limite. Donc, faut y aller cette année. C'est assez fatidique. Mais ça va, je me mets pas trop la pression non plus. Tu vois, si je l'ai pas, je suis toujours à un arrondissement. Je prends vraiment, je le tente, quoi. Tu vois, c'est une bouteille à la mer. Donc là-dessus, et après, pourquoi le faire? Parce que moi, c'est surtout le réseau, tu vois. Moi, je me sens assez confortable avec les profs que j'ai l'impression d'avancer dans mon jeu, je m'épanouis. Donc là, c'est vraiment un peu pour le prestige, tu vois, histoire d'eux. Mais sinon, dans des projets plus perso, moi, j'aimerais bien me revenir un peu à l'audiovisuel aussi. Et justement, on travaille avec mon petit frère et peut-être, à la longue, ouvrir une boîte de prod et s'autoproduire. Moi, je suis à fond pour la production indépendante et tout. Donc, t'as déjà un plan bien dessiné? J'ai un plan. Où tu veux aller, je sais où je veux aller, mais tu connais la vie, les circonstances. Je dois prendre des détours, tu vois. Mais ouais, et
plus personnellement à moi, j'aime de plus en plus à écrire. Justement, là, je suis en train d'écrire une pièce carrément de théâtre complète. Que là, on va tenter de en jouer une partie, là, j'ai dit jouer, pas jouir, j'espère. Jouer une partie au conservatoire. Justement, on a des projets perso parfois qu'on peut présenter, c'est un peu les cartes blanches. Ouais, donc là, j'ai proposé un projet que de base, j'avais de long métrage, qui est devenu une pièce, parce que, vas-y, il y a moins de moyens au théâtre, tu vois, on peut le faire avec moins de matos et tout ça. Et de toute façon, c'est aussi pour tester un petit peu, pareil, de mes créations à moi, ce que je peux proposer, les histoires que j'ai en tête, ce que je veux aborder. Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'histoire. Bah ça, peut-être on va en reparler après de cet amour-là. On va revenir dessus, monsieur Bernard. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il y a des choses qui m'animent. Et du coup, quand je planifie, c'est en mode, d'accord, comment je vais faire pour rendre ça vrai, en une réalité, quoi. Ça sent que t'as la dalle, hein. J'ai la dalle, c'est tout, tu vois. Je suis trop déter et chaque jour. Et là, de plus en plus, parce que pareil, moi, je suis grave fatigué ces derniers temps avec plein de répètes, j'enchaîne et tout. Mais je le prends comme une bonne fatigue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, tu vois, je peux être content de moi. Tu vois, t'es content de l'effort fourni. C'est ça, voilà. C'est pas, t'as l'impression de marcher dans le mur, tu vois, t'as l'impression d'avancer petit à petit. Et c'est rassurant, tu vois. Surtout dans nos milieux artistiques et culturels, c'est cool ce qu'on fait quand même, tu vois. Il y en a, ils ont du taf plus dur que ça. Donc, je suis très reconnaissant de pouvoir jouir de ça. Et là, j'ai dit jouir. Là, je l'ai dit. L'écriture est fine. Zéphyr, est-ce qu'il y a un plan, une stratégie? En vrai, je suis assez stratégique aussi comme ça. Ça se voit que tu le fais pour la thune, toi. Un maximum de thune. Non, je dis souvent que je le fais pour la thune. Et puis après, je me dis que si je le faisais vraiment pour la thune, j'aurais pas fait ça. Mais en effet, quitte à faire ça, autant Non, ouais, en fait, en musique, et dans l'art en général, on parlait de l'image tout à l'heure, il y a beaucoup ça. Et du coup, en fait, avec mes différentes formations, mes différents projets artistiques, je trouve ça super intéressant d'avoir des images différentes pour chaque... comme si je créais des personnages à chaque fois, tu vois. Comme toi, avec tes photos, c'est pas toi, c'est tes personnages. Exactement. Et c'est trop cool de pouvoir créer des personnages. Je suis un peu hors sujet. Non, mais c'est... C'est pas bien. Mais ouais, stratégiquement, du coup, en fait, on m'a dit qu'il fallait avoir faim dans ce milieu-là. Et toi, t'es rassasié depuis que t'es né. Et en vrai, non, j'ai toujours super faim. Et genre, la moindre occasion de toucher à quelque chose, je la prends. C'est pour ça que j'ai commencé la batterie. Et maintenant, je suis dans un groupe de batterie qui commence à... Enfin, dans un groupe où je fais la batterie. Qui commence Il n'y a que des batteurs dans le groupe. Le groupe de batterie, c'est chaud quand même. 5 mecs. Apprécie la mélodie, s'il te plaît. Mélodiquement, ça doit être... Ouais, non, et du coup, tous ces petits trucs que je pioche comme ça dès que j'ai l'occasion, ça me mène à faire plein de projets différents et à être super épanoui. En fait, petit à petit, je commence à y voir plus clair et à y voir plus sérieusement aussi. En fait, avant, il y a genre 2 ans, 1 an peut-être, je faisais ça comme... Comme une blague? Non, pas comme une blague, mais comme un truc pas professionnel. Okay. J'étais étudiant, je voulais en faire mon métier, mais je savais pas comment. Alors que là, je commence vraiment à réfléchir à une stratégie professionnelle. Et ça fait que je vois beaucoup plus à long terme. Je vois quelle personne je vais pouvoir rencontrer à ce moment-là. J'essaie de prévoir vraiment au mois près ce que je vais faire. De créer la chance, quoi. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et pour l'instant, on sait pas si ça va marcher, mais peut-être que bientôt on le verra. Et là où t'en es aujourd'hui, parce que t'enchaînes quand même pas mal les concerts entre les différents groupes que t'as, est-ce qu'il y a 1 ou 2 ans, tu t'y voyais? Est-ce que dans ta tête, tu te dis c'était prévu et j'y suis, le plan suit son cours? Ou est-ce que quand même t'es un peu dépassé par ce que t'as accompli? Je suis pas dépassé parce que c'était pas prévu, mais la stratégie que j'emploie, elle me mène vers là et c'est normal. Parce que juste je prends tout ce qui vient. J'ai un concert tous les mois, une résidence dans un bar qui s'appelle le Walk and Shield et qui est très cool. Et cette résidence, je l'ai obtenue en toquant dans le bar. Je faisais une balade. J'ai vu qu'il y avait un piano, j'ai toqué, j'ai commencé à jouer au piano. Et le patron m'a dit « Ah, tu me fais du piano, c'est cool et tout ». On a commencé à sympathiser, j'ai dit que je voulais faire des concerts.
Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Énervé. Là, du coup, le patron veut que je joue plus dans son bar. Il suffit de traverser la rue, en fait. Mais en fait, c'est très mauvais comme référence, mais il faut traverser beaucoup de rues. Ouais. Mais c'est le principe. Ça, Il faut c'est ça. Il faut traverser un boulevard. Il faut avoir l'occasion de traverser les rues aussi, ça, c'est pas très bon. Les Champs-Élysées. Je fais le rond-point, ouais. 15 fois. Et toi, Inès, il y avait un plan? De base, oui et non. Disons que, comment dire, quand je suis arrivée en prépa, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je voulais faire du dessin animé et j'ai testé le médium et je me suis dit, ouais, non, c'est pas pour moi, j'ai pas la patience de faire ça. Et quand j'ai redécouvert la bande dessinée, je suis allée une première fois au Festival d'Angoulême. Et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré les auteurs de Last Man. Donc, toute l'aventure Last Man a débuté comme ça, comme quoi, dès le départ, tu vois. Et je sais pas, genre, je me suis sentie chez moi, en fait. Genre, je me suis dit, un peu comme vous, tu vois, genre... Voilà, je me sentais à ma place. C'était là où je devais être. Et... quand je suis arrivée en école, quand il y a eu le stage à faire chez un auteur, tu vois, je me suis dit, c'est le moment, Inès, tu donnes tout pour avoir un réseau. Même si tu es encore junior dans la discipline, faut tout donner. Et c'est comme ça que maintenant, j'ai un gros panel d'auteurs, d'éditeurs que je connais, avec etc. qui tu peux collaborer. Ouais. Exactement. Et en fait, ça s'est intensifié avec la sortie de mon livre, où là, j'ai commencé à démarcher. J'ai fait un vrai boulot d'éditrice où j'ai démarché les points de vente, etc. Et il y a des gros points de vente dans ce qui nous distribue, tu vois. Donc, je suis trop contente, tu vois. Et du coup, notamment, il y a la Musardine avec qui je vais travailler. Et j'ai fait la connaissance de Anne Hautecoeur. Et pour ceux qui ne savent pas, la Musardine, c'est la librairie érotique de Paris, mais aussi une maison d'édition. Donc là, on a commencé à parler un peu projet. Donc, je me dis, bon, on verra, hein, voilà. Mais après, je garde en tête que j'ai mes études à finir. Donc, c'est un peu dur de concilier les deux, etc., de donner la même énergie pour les deux. Donc là, pour l'instant, disons que je me concentre plus sur mes projets perso parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que tu comptes faire un fanzine numéro 2 ? Je suis là, laissez-moi... ouais, grave. Genre, c'était un boulot tellement immense que moi, je suis là, ouais, ok. Mais dans l'idée, oui, il y en a un en projet, mais pas pour tout de suite. Là, je préfère me concentrer sur moi, mes projets personnels, etc. Et en partie, mes études, j'ai envie de les réussir, comme tout le monde, j'imagine. Hein, voilà. C'est courageux de vouloir mener de front les deux côtés, comme toi tu fais également, Camille. Ouais. C'est ce qu'on disait quand on s'est rencontrés. Tu sais, généralement, c'est les artistes qui ont des études à côté qui font le plus de choses, tu vois. Ouais. Et voilà. Hein. Mais parce que, je sais pas, je pense qu'il y a un côté un peu maso, tu vois. On aime bien se donner encore un peu plus de travail, tu vois. Genre, moi, je suis là, oui, il faut que je travaille et tout, tu vois. Et là, le projet avec ma fac, du coup, les études que je fais, c'est histoire de l'art. J'ai repris mes études en histoire de l'art et moi, mon kiff, c'est la mise en scène. Et j'aimerais faire scénographe d'exposition. Donc là, je suis en train de faire un master, enfin de viser le master pour faire ça. C'est cool. Donc voilà, il y a quand même un côté théâtralité et je voulais un plan B qui se rapproche un peu de ce que je fais parce que tu as quand même une notion un peu de raconter une histoire. Parce que tu invites le spectateur dans un voyage le temps d'1 heure, une demi-heure ou je sais pas quoi. Donc tu réfléchis le parcours, tu réfléchis comment tu vas... Comme tu réfléchis lors de tes musiques. Exactement. C'est vraiment un travail de réflexion et comment tu vas raconter l'histoire. Mais là, tu te mets au service d'un artiste, au service de, je sais pas, d'une vogue, voilà quoi. Mais ça me fait kiffer. En plus, je trouve qu'en France, on est encore très classique. Timide, très classique. Alors que tu vas en Angleterre, les gars, ils ont pas peur. Hein. Franchement, ils ont pas peur. Je suis allée voir l'expo Pink Floyd, les gars, ils y mettent à fond et tout. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, faut faire ça en art français et tout, tu vois. C'est statique en France, ouais. C'est, comment dire, je sais pas. Allez, disons, je suis désolée, je caricature beaucoup, mais la petite touche de nouveauté, c'est alors là, on a mis un mur rose, là, on a mis un mur bleu et tout, tu vois. Là, on a un peu varié. Après, je dis, mais il y a quand même eu des petits prémissements. Tu vois, de ça dans quelques expos que j'avais faites, tu vois, mais je me dis, mais on n'ose pas encore. Alors que les Anglais, ils n'ont pas peur. Les Anglais ou les Sud-Coréens, par exemple, ils n'ont pas peur d'aborder des thèmes nobles, entre guillemets, comme la peinture, et faire une mise en scène presque...
de l'ordre du show, en fait. Et moi, j'aimerais importer ça en France et en partie continuer mon activité d'illustratrice. Voilà, donc il y a quand même une stratégie et même une double stratégie de sécurisation d'un côté, d'épanouissement artistique de l'autre. T'as vu comment je suis une grosse leader et tout c'est lié quand même, tu vois. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je voulais pas un plan B qui s'éloigne de ce que je fais. Ouais, moi, c'était pareil, quoi. Que ce soit l'écriture, la production, je veux être dans ce milieu-là quand même. Ça tourne quand même en rond de la même idée de création. Les deux pôles se répondent et ils se nourrissent mutuellement, tu vois. Donc, c'est ça que je voulais. Et je me suis dit, go, t'as trouvé ta voie. Et voilà. Moi, mes études de langue, je les ai commencées 1 an après que j'ai commencé ma photo à moi. Enfin, mes délires de portrait, machin. Je dis délire parce que c'est vraiment le mot qu'il faut pour ça. Enfin, faut être fou. Je suis folle. Et bref. Et du coup, avec ma mère, j'ai discuté du coup de mon orientation pour Parcoursup, tout ça, tu vois. Et je sais pas du tout quoi faire parce que du coup, moi, j'ai eu le nouveau bac chelou, tu vois, parce que je suis la génération. Déjà, c'est déjà exactement. Donc j'avais mes 3 spécialités, tu sais, en première et en terminale, j'en avais plus que 2. Donc c'était le anglais, donc LLCE anglais, donc langue, littérature, culture étrangère, en anglais. Et j'avais gardé philosophie, je crois. C'était ça. Attends. Très rigoureuse en cours. Je sais même plus. Non, attends, je sais même plus. Je te jure, je sais plus. C'était soit ça, soit Sciences Po. C'est si loin le bac pour toi? Non, mais je sais plus lequel j'ai gardé. J'ai envie d'oublier cette période. Exactement. Je veux pas m'en rappeler, c'est mort. Et bon, bref. Et du coup, je me suis dit que c'était mieux en fait. Et bon, ma mère m'a dit, donc je dis ce que ma mère m'a dit, mais je suis d'accord avec elle. Que c'était plus simple que je fasse une double licence ou en tout cas un parcours qui soit large de manière à ce que plus tard je puisse, tu vois, me refermer au fur et à mesure de exactement ce que je veux. Parce que je venais de commencer, donc je savais pas exactement déjà ce qu'il y avait et comment je pouvais accéder là-bas, exactement ce que je voulais faire plus tard et pourquoi et pour qui et tout ça. Bon, et du coup, j'ai pris un truc qui était large pour la photo, qui était toujours en recherche, tu vois, parce qu'il y a 1 an ou même il y a 6 mois, j'étais pas du tout au même niveau que maintenant. Déjà, maintenant, j'ai reçu mes lumières, donc c'était vraies lumières de studio, donc ça ressemble à quelque chose. C'est plus ma lampe torche devant mes yeux, comme ça, là, avec ma caméra. C'est plus la même chose. Mais je suis pas encore à un autre niveau, tu vois. Donc je préfère avancer au jour le jour avec la fac de l'autre côté que je maintiens en vie parce que voilà. Puis on va revenir à ça tout à l'heure aussi, mais la carte blanche, je l'ai aussi cette année en piano parce que je suis en 3C4, je crois, en piano, enfin 3e cycle, 4e année. Donc ça fait longtemps. Ouais. Donc là, j'ai plus le droit d'y aller après conservatoire. Après ils vont me virer, enfin j'ai plus le droit d'y aller, j'ai fait mes années quoi. Donc voilà. Donc cette année, j'ai mon dernier. Elle a fini le jeu du piano au conservatoire, faut le faire quand même. C'est terminé là. Le boss final. Maintenant, les 4 secondaires. Voilà. Là, j'ai mon CEM à faire en piano cette année. Et donc, je vais le lier à la photo. Donc, c'est déjà en projet. Donc là, j'ai quelques photos qui sont juste là, qui sont déjà pour le projet. Mais voilà. Et donc, au fur et à mesure de ce que je fais avec mes photos, je compte... Enfin, en fait, j'ai écarté ça de mes études pour que ça reste à moi et que ça reste le plus personnel possible et le plus intime en fait. Parce que je voulais pas, j'ai fait des stages à l'école de Condé, je suis allée voir un peu à Gobelin, etc. Et c'est très intéressant, mais c'était pas assez pour moi. Moi, il me fallait quelque chose qui soit moi en fait. Il fallait vraiment que ce soit juste moi qui crache mes émotions en photo et je veux que ça reste ça le plus longtemps possible. Donc sans que je peux rester entre guillemets vierge là-dessus, ça m'arrange. Pour continuer sur les blagues. Pardon, excusez-moi. Ouais, j'ai fini de parler. Trop bien, mais je trouve que c'est génial parce que ça demande quand même une forme de maturité, de réussir, quel que soit l'âge d'ailleurs, à intégrer sa passion dans sa formation. Ouais. On l'a dit, il n'y a aucune bonne solution, mais entre ceux qui choisissent de conserver une formation entre guillemets plus classique et de faire cohabiter sa création avec, ou au contraire de s'y adonner à fond, dans les deux cas, c'est des partis pris qui sont dangereux, courageux, risqués. Et c'est génial de voir que, visiblement, personne ne regrette un des deux choix, ou même qu'il y a peut-être même d'autres alternatives qui existent, parce qu'en fait, c'est vraiment propre à chacun et à comment aussi on a envie de vivre son processus créatif. Mais je pense pas que ça puisse être dangereux si tu te mets à fond dans un truc et que tu y consacres vraiment toute ta vie. Ouais. En fait, si tu le loyer. Non, mais pour les gens qui sont étudiants et qui habitent chez leurs parents, en vrai, tout à fait. C'est pas genre arrêter la fac de maths parce que ça te fait chier qui va être dangereux. Si tu passes 8 heures par jour sur ta guitare, c'est peut-être même dans 2 ans, tu auras un certain niveau. C'est ça. Alors que faire un peu de la fac de maths, se maintenir à 12 de moyenne... On me donne les répliques dans l'oreillette. et faire un tout petit peu de guitare à côté, tu deviendras pas guitariste parce que t'en fais pas assez. Et tu deviendras peut-être matheux si t'as de la chance. Alors que si tu fais de la guitare complètement 8 heures par jour, franchement, il y a de grandes chances que tu deviennes guitariste. Bah oui, c'est ça. Les gens qui en font 8 heures par jour, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais en tant qu'autodidacte pour moi. C'est extrêmement dur parce que je suis déjà toute seule et je le fais pour moi. Et j'ai décidé aussi d'être toute seule. Mais qu'il n'y a personne qui va dire c'est bien, t'as avancé, alors, t'as réussi ça. Je te coupe 2 secondes. Parce que tu es en train de teaser parfaitement bien la prochaine partie de cette émission. Je suis pas contente. Qui s'appelle Qui c'est qui a raison. Donc tu évoques un sujet pour la partie Qui c'est qui a raison. Qui c'est qui a raison, la question que je voulais vous poser, c'est quelle est la place de la solitude et du collectif dans votre processus créatif? Complètement dedans. Excuse-moi, tu as deviné le sujet finalement. Tu vois. Donc, tu devrais prendre sa place. Ouais, je pense qu'on peut échanger de suite. Non, je suis bien. Donc en l'occurrence, tu nous disais que quand tu shootes, t'es seule. Ouais, toujours toute seule. Toujours? Ouais. Et ensuite, quand tu montes, t'es confronté au regard des gens? Je le suis pas vraiment, parce qu'en soi, c'est derrière un téléphone. Donc je suis toujours toute seule dans ma chambre, tu vois. Toujours toute seule dans ma chambre, affalée sur mon siège avec mon tel, tu vois. Et j'ai les photos devant moi, et donc je pourrais très bien poster ce que je veux en soi. Sauf que je parlais de personnages tout à l'heure, quand je me maquille, etc. Souvent, j'ai toujours des bouts d'argile, des trucs qui sortent de ma peau, les cheveux en pétard et tout quand je suis sur ma chaise. Mais je dois me forcer à ce moment-là, et je l'ai toujours fait, donc je suis très contente de ça. Je dois me forcer à sortir de mon personnage et essayer de me mettre à la place de la personne derrière son écran qui verra les photos sur mon compte. Donc, même si ça reste à moi, et donc c'est à moi de décider ce que je veux montrer, etc., il y a quand même un message qui, par la photo, par la mise en scène, la scénographie, tout ce que tu veux, qui est quand même relevé par les yeux du spectateur, c'est beau ce que je dis. Donc en fait, quand tu crées, tu penses déjà aux résultats et aux yeux de... Non, alors... quand je crée, peut-être pas. Je pense que oui, il y a quand même une infime partie qui est prise par ça, mais c'est pas le regard du spectateur qui va m'empêcher de me coller une plume sur le cil, tu vois. Mais oui, carrément. Il y a une partie de ça qui me bloque quand même, parce que je me dis, déjà c'est la honte, dans un premier temps, et puis ensuite, c'est une question de réputation, tu sais. Enfin, moi je poste que sur Instagram, et Instagram c'est... Quand tu regardes les feeds, donc c'est-à-dire toutes les photos des autres, comment c'est agencé, les couleurs qu'ils mettent, tout ça, c'est très très clean. Donc tu te dis, ok, bon, cette personne-là, elle est propre sur elle, ou j'en sais rien. Mais c'est ridicule parce que c'est ridicule, non. Mais c'est quelque chose de complètement virtuel, tu vois. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le contraire. C'est-à-dire que je balance des univers qui n'ont rien à voir avec les autres. D'un coup, c'est de l'argile, d'un coup, c'est de la peinture. Ensuite, c'est des colorants alimentaires sur la tête, donc ça reste rouge pendant 3 jours. Moi, ça me fait rire, tu vois, c'est pas grave, on s'en fout. Mais bref. Mais ouais, du coup, c'est un énorme travail après en fait, c'est un énorme travail sur moi, de manière générale. Parce que là, par exemple, je suis sans maquillage, sans rien. Alors qu'en général, quand je sors, je mets au moins du mascara ou 2-3 trucs. Là, j'ai rien du tout. Donc ça me fait un peu bizarre, je me sens un peu toute nue, mais bon. Je suis content que tu le fasses chez nous. Allez. mais voilà, et du coup... Le regard du collectif, du coup, comme tu disais, donc les autres, il est très important aussi pour moi. Pas tant qu'on me dise « c'est bien Camille, c'est joli ce que t'as fait », mais juste... Être pris en considération. Ouais, c'est ça. Je dis pas forcément de la validation, ton travail est bien, il est juste, je comprends. Mais c'est surtout, oui, voilà, qu'on me dise, elle existe, elle. Juste ça, moi, c'est tout ce que je veux entendre, tu vois. Enfin, c'est tout ce que j'aimerais comprendre. Et notamment, ce que je fais, j'ai commencé à... Je crois, un des premiers thèmes de photos que j'ai fait, c'était justement sur le harcèlement sexuel. Donc, j'avais fait des photos qui étaient vraiment dures, même pour moi. Je m'étais mis... on voyait, genre, jusque-là, tu vois, avec des traces de charbon noir partout sur ma peau. Et c'était un moment où j'avais besoin de le montrer, en fait, de matérialiser quelque chose qui est enfoui en moi pour ne pas... en soi, le problème, il est toujours là. J'ai toujours vécu des choses, je suis toujours traumatisée par certaines choses, mais au moins, il est là, et il est affirmé, il est là, quoi. Donc, je peux le toucher, je peux le revoir, et je sais ce que c'est, je sais que ça existe. Tu vois. En un sens, tu l'as presque délimité, exactement. Au lieu que ça reste une chimère un peu virtuelle. Exactement. Donc je démêle en fait tout mon espèce de nuage noir dans ma tête au fur et à mesure. Et du coup, aujourd'hui, je vais vraiment mieux. Et comme je disais aussi tout à l'heure, par rapport à, je pense, à une abonnée à moi, mais que j'adore de tout mon cœur, je lui dirai qui c'est quand la vidéo sortira, mais que je connais pas du tout. On se parle juste par message quoi, sur Insta. Et elle me suit tout le temps. Et donc, les messages que je fais en dessous de mes photos, c'est toujours des messages extrêmement personnels. Notamment, j'avais parlé de sujets très, très durs, encore comme l'automutilation ou des trucs, mais c'est d'une trashitude extrême, tu vois, mais j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est moi qui suis pas bien et je mérite pas d'être dans cet état-là. Moi, je suis quelqu'un d'heureuse qui pète la forme comme tout le monde. Mais j'ai été, entre guillemets, salie par des choses qui me concernent pas, par des problèmes psychologiques d'autres personnes, par tout ce genre de situations de merde.
et je ne veux pas que ça m'appartienne. Donc je le mets au grand jour, etc. Non pas pour faire du mal aux autres, et je comprends quand on voit des posts que ça puisse gêner et qu'on se dise ça je veux pas en parler parce que c'est totalement normal. Mais je le mets au grand jour pour moi. J'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le faire. Donc c'est pas tant un besoin de like ou quoi, de c'est super encore une fois, c'est vraiment juste de dire ok, j'entends, tu vois. Juste ça. Voilà. Donc le collectif pour moi il a très important que les gens m'écoutent. Et toi, Zéphyr, quand tu joues, tu parlais tout à l'heure que tu prenais en compte l'ordre de tes musiques. Est-ce que tu as eu ce sentiment que j'évoquais tout à l'heure de double truc, d'un côté la solitude quand tu dois travailler dur ta technique et que c'est toi face à ta partition, face à ton instrument, et ces moments justement d'osmose que tu évoquais, ou de symbiose, où tu joues avec d'autres personnes et où la technique disparaît, ou peut-être juste tu kiffes le moment avec d'autres gens? En fait, j'aime bien prendre la métaphore de, tu sais, le jeu vidéo Dragon Ball Z. Tu sais, quand tu recharges les batteries comme ça et qu'il y a une espèce de fumée autour de toi. Avant de faire... ça, c'est la technique. J'ai trop joué. Vraiment. Donc avant d'être en Super Saiyan, ça se concentre. C'est ça, en fait. Avant d'être bon et de pouvoir attaquer, il y a le moment où tu passes des heures sur ton piano ou sur ton instrument. Et c'est presque méditatif, en fait. T'es tout seul, tu parles à personne et tu taffes. Je dis ça comme si je taffais énormément. On sait que je suis sûr que tu taffes énormément. Un peu. Et c'est très en contraste avec ce qui vient après, où là, tu connais toutes tes parties et tout, et tu commences à jouer avec d'autres gens, tu commences à le confronter au regard du public et tout. Et ça, c'est vraiment très complémentaire et très séparé, en fait, les deux aspects de la musique. Et je trouve ça trop cool de pouvoir différencier les deux. Il y a aussi des artistes qui différencient presque pas les deux, qui travaillent un truc et qui le présentent tel quel, genre piano solo, et qui vont présenter un truc piano solo. Alors que moi, ce que je fais, c'est plus, je crée des trucs piano solo et après, on va les arranger ensemble, on va essayer de... Je sais pas si j'étais clair. Mais c'est une autre manière de construire. C'est que parfois tu vas bosser un truc dans ton coin et c'est sous cette forme-là que ça va être soumis au public. Dans d'autres cas, tu vas travailler ton truc dans ton coin et en fait tu as une période d'intermédiation où tu vas venir l'imbriquer avec d'autres personnes qui ont fait des trucs seuls dans leur coin et c'est cet ensemble-là que vous soumettez que tu fournis au public. Et c'est intéressant, je trouve. Et le passage de seul à beaucoup. Souvent, moi, dans les films, j'aime beaucoup les films qui reprennent les concerts, par exemple, ou les documentaires qui reprennent des concerts. Il y a notamment un film qui s'appelle Suprême, qui revenait sur la vie de NTM, qui est sorti il y a quelques mois. Et il y a une scène géniale où on voit Joey Starr, qui est encore jeune, je crois qu'ils font leur premier zénith à la Villette juste à côté, et on voit tout un plan de séquence entre le moment où il est dans sa loge et le moment où il est sur scène. C'est cool, ça. Et il y a 20 mètres, en fait, tu vois. Et il y a un moment où il est vraiment dans une solitude absolue, le stress d'avoir un concert, c'est sa première grosse scène, et où là, je pense que tu sens tout ton corps exister pleinement, et t'es seul face à toi-même, et 30 secondes après, t'es devant des milliers de personnes qui sont rivées sur toi et qui attendent que tu produises un truc. Est-ce que ce moment-là... C'est juste pour rebondir là-dessus, ça me rappelle aussi le film Rocketman, tu vois, sur Elton John. Séquence énorme. Là, c'est un peu un exemple négatif, plutôt, où il chante Rocketman, la chanson, et il y a toute une séquence musicale où il est porté par des infirmiers parce qu'il a fait un énorme burn-out, il est en pleine dépression, et à la fin, il l'habille pour la scène et tout, chapeau de baseball, bat, il lance un petit sourire, et il part sur scène comme si de rien n'était. Alors qu'avant, il morflait comme pas possible. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est aussi la face cachée de l'iceberg, en mode ce qui trame à l'intérieur de l'individu aussi, avant qu'il se mette en scène pour autrui. En tant que comédien, comment tu as géré justement ces twists entre les moments où tu bosses seul ton texte, parce qu'il faut l'apprendre corps et âme, et ça se fait sous sa douche ou en promenant son chien, mais généralement seul, et le moment où tu vas construire, comme le disait tout à l'heure Zéphyr, avec d'autres individus qui ont fait ce même taf avant, l'ensemble du machin. Est-ce que... c'est vraiment, ça dépend. Moi, je suis terrible en apprentissage de texte. Carrément, ma mère, elle me fait, je te vois jamais apprendre ton texte, comment tu fais pour le connaître? Parce que c'est très intérieur, tu vois. Et après, c'est quand je suis avec mes partenaires de jeu, c'est là que ça se fait. Parfois, je l'apprends sur le tas, tu vois. Parce qu'après, j'ai une bonne mémoire, donc ça aide. Mais il y a ce côté-là. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en ces derniers temps, c'est pour venir au projet de Carte Blanche.
pour aller plus en détail, c'est un projet d'écriture perso, qui est un truc très, très... qui vient de moi, qui est sur l'histoire marocaine, quelque chose d'assez social, de très historique, avec même pas des partis pris, je voulais juste peindre une image assez globale et laisser le public en tirer. Donc j'avais ce but de causer ça chez le public qui regarde. Et du coup, là, c'est l'opportunité qu'on me donne. Bah voilà, je passe devant le prof, je forme mon équipe, c'est Interaski. Donc c'est un peu, genre, t'as un peu ce stress-là de est-ce que l'autre va le recevoir, ton projet perso avec qui tu dois bosser. Et là, au fil des répètes, ils se le réapproprient pour eux. Et moi, j'essaie d'être très clair là-dessus. C'est notre projet. C'est notre projet. Pour rester dans ce genre de référence, en fait. Les running gags, là, on est à fond dedans. Ça y est. Mais voilà, c'est... Vraiment, et c'est ce que je tente de faire aussi dans mes techniques de mise en scène, parce que c'est un peu la première fois que je mets quelque chose en scène, que ce soit en direction d'acteur, en composition lumière, décor, tout ça. Et j'essaie vraiment d'installer déjà une bonne ambiance de travail, avec toute l'expérience pro que j'ai. et du coup, et que ça se vienne surtout d'eux, tu vois. En mode ça, qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase-là c'est quelle image qui te vient, comment tu le dis. Après, on va le régler techniquement, c'est pas ça le souci, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Ça part, je pense, dans tous nos milieux, quelque chose d'assez seul et solitaire, ou juste perso. Mais on est quand même des humains, quelque chose de social. On a besoin de partager ça. Donc, social, fluide, en plus. Allez. Qu'est-ce qu'il est bon. J'adore les jeux de mots. Il ne s'arrête jamais. Je suis infatigable là-dessus. Mais voilà, quoi. Magnifique. Inès, je vais te laisser parler sur le sujet, mais dans la prochaine partie. Parce qu'on va évoquer directement un cas concret. Tu me censures. Non, au contraire. Non, je parle 2 fois plus. Je sais, voilà. On passe tout de suite à la prochaine partie de l'émission qui s'appelle « Compliqué à faire ». Compliqué à faire, c'est simple. Vous m'avez tous ramené des objets qui symbolisaient votre travail créatif. Et notamment... Oh Inès, tu m'as ramené Oh, ceci. la transition de Bonjour. qualité. Qui est un travail sur lequel tu as bossé et qui rentre complètement dans la thématique abordée précédemment, à savoir l'idée de faire un travail individuel qui devient collectif. Je vais te laisser le présenter. Oh mon Dieu. Grosse passion. D'accord. Alors, donc, voici Poème. C'est mon fanzine, c'est mon bébé. Et en fait, c'est un fanzine qui est né... dans ma chambre, dans mon lit, un soir de juillet 2020. 2020, ouais, donc on venait de sortir du confinement. Et je sais pas, genre, je me faisais chier un peu comme tout le monde, voilà. Donc, quand on est dans son lit, voilà. Et je sais pas, je regardais mes stories à la une et je regardais une story où on avait fait un fanzine à l'école, mais c'était un fanzine de merde, genre c'était un truc, c'était un pliage japonais en papier et tout. Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien quand même faire un beau livre, un bel objet et tout, qu'on soit fiers de l'avoir dans les mains, de l'offrir et tout. Et là, je me suis dit, allez, banco, on lance ce truc. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Disons que j'ai fait une petite story en disant ouais, ça chauffe qui de travailler sur un projet de livre collectif, etc. Du coup, j'avais dit illustrateur, photographe, parce que je voulais pas que un truc de dessin, je voulais vraiment plusieurs médiums en un seul bouquin. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, boum. Alors là, c'était incroyable. Je me suis dit, ah ouais, quand même, la machine est lancée. Et j'avais reçu des propositions. Et je suis allée voir des gens que j'admirais, que j'avais jamais... je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et du coup, je leur ai parlé du projet. Il y avait même des auteurs que j'admire. Je suis tellement fière qu'ils soient là-dedans. Et du coup, je leur ai dit, voilà mon projet. Alors, c'est pas du tout un projet lucratif, parce que c'est le bébé, quoi. C'est pas du tout un truc où je vais gagner de l'argent, ou toi, on va gagner de l'argent, quoi. Mais moi, je touche rien là-dessus, donc je mets tout de côté pour un prochain. Mais en fait, je leur ai posé le truc un peu comme ta manière de bosser, tu vois. Je leur ai dit, voilà mon projet. Mon projet, c'est que je propose un poème d'Éluard. Pourquoi Éluard ? Parce que Éluard, c'est un poète que j'adore et qui m'a aidée quand j'étais au lycée. Je venais de sortir
gros chagrin d'amour. Et on étudiait Les mains libres d'Éluard et Man Ray à l'école. Et ce recueil a été une révélation pour moi. Et en fait, Éluard, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il ne fait pas des poèmes hyper longs. C'est des trucs très, très courts. Et moi, je ne voulais pas un truc en mode dissertation. Donc, je voulais vraiment un truc où, dès que tu lis la phrase, hop, tu as direct des idées qui fusent, tu vois. Et le poème en question, c'est Le Tournant. Et c'est 2 vers, c'est « J'espère ce qui m'est interdit ». Et je leur ai dit, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui vous est interdit? Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de raconter autour de ce poème et de ce que ça vous évoque. Exactement, mais toujours dans une vibe sensuelle, sexuelle, érotique. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu as des contraintes et tout? Je m'en fous, mais tu peux pas savoir à quel point. Non, mais vraiment, surtout que j'étais mais mec, tu sais que moi, j'ai lu... Rien que le fait que tu acceptes, c'est déjà extraordinaire. Mais voilà, déjà, rien que ça, j'étais je m'en fous. Déjà, que tu sois là, je suis trop contente. Et puis moi, j'ai vu tout dans la BD érotique. J'ai même vu, je sais pas, des gangbangs avec des clodos, des chiens et tout, genre vraiment des trucs vraiment très hard et tout qu'on pourrait pas vous montrer aujourd'hui, tu vois. Et je me suis dit, je m'en fous, tu peux faire ce que tu veux, hein, vraiment. Et du coup, j'ai commencé à organiser mon travail avec les gens. Donc là, ça a commencé à être un peu plus hard parce que j'ai dû m'adapter aux méthodes de travail de chacun, parce que chaque artiste a sa manière de travailler, sa manière d'organiser le temps. Sachant que dans Poème, vous êtes plus de 50 de mémoire. 54. 54 personnes. Et il n'y a pas que des gens en France, il y a des gens en Corée du Sud, au Québec, vraiment c'est un truc... Fanzine international. Et c'était pas forcément très simple, mais grâce à ça, j'ai fait des rencontres mais vraiment hyper stimulantes. Et ils m'ont amenée vers des univers que j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Et je me suis dit, c'est trop cool de voir comment chacun s'approprie la contrainte et pond un truc aussi beau. Et à chaque fois, on me disait, j'ai eu des propositions un peu bateau, où, je sais pas, on me mettait des trucs avec des gag balls, des trucs de sextoy et tout. Mais c'est pas toi, en fait, c'est pas ça, en fait. Ce que je demande, moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce que ça provoque au fond de toi. Donc, tu peux parler de toi, de comment dire, j'ai une illustratrice qui parlait de sa dernière relation, qui était une relation toxique, ou alors il y en avait une qui parlait de, je sais pas, d'agression, etc. Et il y en a aussi qui n'hésitent pas à aborder des sujets un peu plus touchy. Par exemple, il y a une nouvelle de Ada Ardente, qui aborde un peu à la manière de Nabokov la pédophilie, mais toujours dans un style d'écriture à la Lolita. Donc c'est toujours, comment dire, on garde une certaine distance, protection pour le lecteur. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'était marrant de voir qu'à la sortie, les gens, ils s'appropriaient l'objet de différentes manières. Donc j'ai eu des réactions... dans l'ensemble, c'était super positif et je suis trop contente. Il y en a qui m'ont dit que c'était un super objet, que c'était vraiment un beau travail et on m'a félicité pour ça, merci. Et il y en a qui m'ont dit « Ouais, par contre, j'ai un peu du mal avec telle illustration ou tel texte. » Et là, je leur disais « Moi, je me mets à la place de l'artiste parce que moi, je ne peux pas tout savoir non plus. Il y a quand même une part de très personnel là-dedans et que je ne peux pas déceler. Mais j'essaie un peu d'expliquer mon processus de création. Et les démarches de chacun. Exactement. Et du coup, voilà. Mais c'était une très belle expérience, mais c'était très épuisant parce que j'ai fait ça dans une période de temps assez compliquée. D'un point de vue sanitaire, c'était pas la joie, tu vois. Et en plus, j'étais en pleine rupture, donc voilà. Mais voilà, ça peut être inspirant. Ah, mais grave, hein. Et depuis ma vie, il s'est passé des trucs et tout, et j'étais trop contente. Et depuis, l'objet est sorti et je suis trop contente. Et en fait, ça m'a... il y a aussi un côté travail personnel, même si ça reste du collectif, mais le fait d'avoir été la chef, la capitaine... l'initiative déjà de voilà, ce c'est truc, ça. Ça te... Déjà, t'endosses des casquettes que... tu connais rien à ça, tu deviens du jour au lendemain éditrice, comptable, tu deviens même agent et tout, de ouf, tu vois, genre même tu deviens community manager, tu fais la promo sur les réseaux, tu vois, et du coup moi j'étais là, oh là là, mon Dieu, il y a eu plein de moments où j'étais là, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu t'es lancée dans ça? C'est grave, mais j'étais là, mais pourquoi t'as fait ça et tout? Et finalement quand je vois l'objet, genre quand je l'ai tenu dans les mains, j'étais trop heureuse, et d'ailleurs j'en profite de faire un gros big up à mes parents, c'est eux que je remercie en premier dans les remerciements parce qu'ils ont été vraiment là durant cette période et eux, au départ, ils y croyaient pas trop. Et quand j'ai fait la levée de fonds, parce qu'on a fait un Ulule, ils se sont dit « Ah ouais, là, elle commence à faire des bails et tout, tu vois, donc elle commence à être sérieux. » Et ça s'impose. Exactement, tu vois. Et là, ils ont commencé à avoir confiance en mes envies artistiques. Donc maintenant, limite, j'ai carte blanche, tu vois, donc trop bien. Et un gros... j'avoue! J'avais même pas vu venir, ouais.
Cet épisode a été écrit. C'est ça, ouais. Il n'y a rien de spontané ici. Voilà. Non, mais aussi un dernier big up, et après je laisse la parole aux autres. Mais je fais un gros big up à mon amie Roxane, et qui a été la deuxième maman de ce fanzine, parce que c'est elle qui a fait avec moi la maquette. Et vraiment, quand je l'ai rencontré, je me souviens, celui qui devait m'accompagner là-dessus, il m'a lâché. Tu l'avais raconté à Bastille. Ouais. Et quand je l'ai rencontré, j'étais là, tu fais du design graphique et tout. Ouais. Et je lui ai dit, non, mais c'est Dieu qui t'a amené à moi, tu vois, genre vraiment. Et du coup, je lui ai dit merci. Et un gros merci à Marwan Kahil, qui est mon scénariste et qui a été le tonton de ce projet. Une grande famille pour ce bouquin. Une grande famille. J'ai été seule dans 80%, mais le reste, il y a eu beaucoup de gens. Je citerai des noms du genre Théo Guémazi, etc. Vraiment, un grand merci à toute l'équipe. Je vous suis très reconnaissante. Et un grand merci à Mathilde Garrett. Pardon, j'arrête. Mathilde Garrett. Voilà, tout le monde. Non, mais grave. Mais Mathilde, c'est celle qui a créé ce fameux logo. Et merci parce qu'elle a participé à l'identité visuelle du bouquin. Donc voilà. Qui est un très beau produit. Merci. Beau, hein. Merci. Ah, mais il est beau, hein, c'est mon bébé. Dans le genre projet concret, qui applique directement ce qu'il apprend en cours ou dans son processus créatif. Il y a, je crois, le professeur Bernard, que tu vas pouvoir nous présenter. Là, il y a plusieurs objets. Il y en a même 3, parce qu'il y a mes lunettes aussi. Je porte pas de lunettes. Donc le néon... Depuis le début. Ben oui. En fait, par où commencer ? On va commencer par ça. Donc ça vient d'un projet que j'ai eu l'année dernière, qui est toujours dans les dossiers. C'est un peu un projet que j'ai mis de côté par ordre de priorité, mais qui est dans les bas-fonds quand même. C'était du conte. En fait, j'ai fait un atelier de conte l'année dernière au conservatoire avec un prof formidable, avec tellement de sagesse à transmettre. Et c'est un art que tout le monde connaît, ce que c'est de conter. Le conte de fées ? Faire des contes. Putain, mais c'est trop fou parce que je veux faire mon mémoire là-dessus en plus. Ah bon ? Mais oui. Mais c'est rigolo, mais ça. Je te jure. Ouais, mais vas-y, pardon. Non, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'était... On est entré un peu en matière de manière assez globale. On a vu un peu ce que c'est le conte merveilleux, fantastique, de sagesse, etc. Et ensuite, on est passé très rapidement à de la pratique. J'ai pu faire des spectacles pour les tout petits, en plus, l'année dernière. C'est trop cool. Et du coup, j'ai eu cette idée, et si jamais je le faisais en scène ouverte, du coup. Parce que j'avais des idées de faire du stand-up, mais j'avais zéro inspi, en fait. Alors que t'as beaucoup de jeux de mots. C'est rigolo, mais du coup, j'ai pas... C'est un art, ça, qui a l'air très difficile, le stand-up. Mais je me suis dit, pourquoi pas, à travers ce cours, je me suis dit, si, je faisais du conte sur scène. C'est composé, il y a toute une composition à faire avec les contes que tu peux enchaîner. Il y a des contes longs qui peuvent durer 20-30 minutes et tout. Et je voulais créer ce personnage de conteur autour de ce chapeau, justement inspiré de mes propres origines marocaines. Et j'ai passé un mois à chercher un fez. Je suis parti à tous les marchés de mariage de Barbès pour en trouver un. Il est toujours pas à ma taille, en plus. Mais il y a beaucoup... Je veux te voir avec ça. Ouais, attends, je vais le mettre pour finir là-dessus. Waouh. Tac. Quelle heure. Splendide. On voit. Ouais. Mais, franchement, il y a du flow. Hein. Ouais. Ah, ça va, je devais le porter plus souvent. Mais il me sert, en plus, là, ce matin, j'avais un atelier de clown. Du coup, il me sert de silhouette de clown en plus. Donc, il est pluritache. Polyvalent. Versatile. Voilà, exactement, chercher le mot. Polyvalent. Tous les synonymes. Notez tout. Multifonction. Et du coup, ça, c'était un des projets qui m'a vachement parlé. Et dans un autre registre dont le conte m'a beaucoup servi, c'est, on va arriver aux lunettes, le professeur Bernard. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un truc que j'ai lancé quand c'est un pareil confinement, je crois, mais en plus mai-juin. C'est un bon terreau créatif, le confinement. Ouais, moi, ça m'a aidé un petit peu, quoi, tu vois. Et en fait, j'avais l'habitude de faire des audios dans des groupes de potes, en mode, je me demande un truc, à expliquer, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, dans les infos, je suis en mode, bon, ok, le contexte, c'est que, nanana, parce que moi, ça m'intéresse depuis le collège-lycée, tout ce qui est histoire géopolitique, et en fait, si j'étais pas dans l'art, j'aurais juste été prof d'histoire, je crois. T'as la dégaine pour. Ouais, d'où les lunettes, justement. Et du coup, j'ai des potes qui m'ont dit, tente d'expliquer des choses, pourquoi
pas sur YouTube ou sur Insta ou sur autre. Et juste sur Insta, non, c'était pendant ce qui se passait à Jérusalem. Il y a eu des violences à un certain moment. Bon, quand est-ce qu'il n'y en a pas déjà? Mais du coup, je me suis dit, je voulais expliquer pourquoi c'était important pour les gens sur place et aussi pour les différentes communautés religieuses du monde entier. Et j'avais fait une vidéo de 5 minutes et tout, juste sur Insta. Et je filmais avec mon téléphone, monté sur tu vois, iMovie, avec juste des images scotchées là, tu vois. Et ça a été très bien. J'ai appris beaucoup de choses grâce à tes vidéos. Bah, ça fait plaisir. Mais du coup, les gens ont kiffé. C'est surtout pour les potes avant tout, tu vois. Ceux qui regardent sur mon Insta, c'est sur mon Insta perso, de toute façon. Et du coup, par la suite, j'en ai continué à en faire, tu vois. Et carrément, mon frère, il m'a un peu coaché. Il m'a dit, ouais, fais des réels parce que l'algorithme le montre à plus de gens et tout. Et de toute façon, c'est 1 minute. Les gens n'ont pas le temps de regarder 5 minutes. C'est terrible, l'Internet. Moi, je peux regarder... Sur un format de 2 heures pour mon émission, je te dis que je... Ah, mec, moi, je peux regarder 1 heure, parfois des documentaires Arte. J'adore ça, tu vois. Et du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de faire des petits réels, du coup, d'1 minute, avec un format très humoristique. Il y a des petites memes, des blagues à chaque fois, mais sur des sujets, surtout historiques, parce que ça me parle. Et du coup, j'ai parlé, je sais pas, du premier empereur de Chine ou Rasputin, tu vois, des trucs très, pas toujours très connus, tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont aussi apprécié. Par exemple, mettre de la lumière sur le roi du Mali, tu vois, qui est une histoire pas très connue du grand public, et du coup, se le faire un peu découvrir pour tout le monde. Puis ce qui est cool, enfin moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est ton jeu est au service de ce que tu racontes, et c'est aussi une manière d'appliquer en fait tes personnages dans ce prof, quoi. C'est ça, et du coup, je crée un perso, le théâtre, ça m'a vachement servi pour transmettre ça. Et il y a aussi de la pédagogie, parce que aussi, je fais un peu d'aide aux devoirs en association, tu vois. Et du coup, j'ai cet amour juste de partager du savoir, quoi, avec tous, parce que ça peut être à disposition de tout le monde, et c'est extrêmement important. Toujours être généreux. Et pour l'anecdote sur Bernard, qui n'est pas mon prénom, quand j'ai été naturalisé français, genre quand j'avais 18 ans et tout, et j'étais avec mon père à la préfecture, un ressort, et en fait, tu pouvais changer ton prénom, tu vois. Il m'a dit, pourquoi t'as pas mis genre Bernard, tu vois. Je vais t'appeler Monsieur Bernard maintenant, tu vois. Et du coup, c'est resté dans ma tête, tu vois. Trop fort. Et d'où l'appellation. Et pour le dernier truc, je finis là-dessus. Ça, c'est plutôt parleur des concours, justement, parce que il y a ce qu'on appelle des parcours libres, où en fait, tu présentes 2 scènes de répertoire classique, contemporain et tout, et tu as un parcours libre où tu es un peu confronté à toi-même et tu proposes un peu de toi. Qu'est-ce que tu as envie de proposer? C'est souvent du non-théâtral ou de l'écriture perso et tout. Et le parcours libre que j'avais fait en arrondissement, c'était une scène que j'avais écrite dans le cadre de l'atelier théâtral à Ivry que je fais encore depuis. C'est le même atelier que je fais depuis que je suis petit. Et c'était un projet très intéressant. C'est la première fois où on se mettait dans de l'écriture sur la destruction de la cité Gagarine à Ivry. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu un super film, Gagarine, qui est sorti il y a aussi quelques mois. Cité-là, une cité très genre historique, maintenant qu'on se rend compte, parce que moi, quand j'ai grandi, c'était souvent le ghetto là-bas et tout, mais quand on a fait ce projet-là, on a parlé avec des anciennes, des vieilles dames, des vieux monsieur qui datent qui rappellent des histoires de quand ça a été construit dans les années 60, où même Youri Gagarin lui-même est venu planter un arbre et tout. C'était vraiment le patrimoine ivrien, cette cité. Donc on s'est dit, vas-y, venons, on fait un projet là-dessus. Et on a pris le magazine de la ville, et il y avait des témoignages, tu vois, genre des paragraphes où il parlait de qu'est-ce que c'est d'habiter là-bas. Et on a eu l'exercice d'écriture, en disant, allez-y, créez un personnage à partir de ces témoignages-là. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de mon propre grand-père, tu vois, qui, lui, vient du Maroc et tout. Et sur beaucoup son parcours migratoire. Et en gros, il a passé beaucoup d'années au foyer. Et après, ses fils, mon père et mon oncle, l'a rejoint. C'était pas toujours facile, c'était milieu ouvrier et tout. Et à la fin, tu vois, parce que dans le témoignage, il parlait de cette cité comme si c'était genre un manoir, quoi. C'était le grand luxe et tout par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et ça m'a beaucoup touché, cette simplicité humaine, carrément. Et dans cette scène, c'était beaucoup coloré de mes propres origines maghrébines ou arabes, où je chantais un peu en arabe et tout. J'étais un peu habillé comme un ancien. Et j'ai envie de le représenter en parcours libre, mais cette fois-ci, plus raconté extérieur, comme si je parlais de mon grand-père. Et ça m'a rappelé lui, avec un petit drapeau dessus. Donc, je pense jouer avec, en tout cas. Voilà.
Bah, merci pour le décryptage de ces objets. Je trouve que c'est trop beau. Tu es un des premiers créas qui témoigne avec autant de liens entre ses origines et son processus créatif. Ouais, bah moi, c'est une des choses qui m'anime, c'est l'héritage, ce que les anciens nous donnent, quoi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attaches aux professeurs, même mes propres profs de théâtre. C'est très important, ce lien-là. La transmission, ouais. Bah oui, parce qu'il y a une question de confiance aussi, tu vois. Je fais confiance en son expérience, il fait confiance en mon potentiel, tu vois. Donc, il y a un vrai lien là-dessus, quoi. Ouais. Zéphyr, toi, tu nous as ramené une feuille de papier et un bout de métal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça raconte ? Beaucoup moins profond que ton histoire. Non, ça, c'est mon quotidien de musicien. Quand je suis pas sur mon piano, je suis sur une table. J'aurais pu apporter un crayon à papier aussi. Oui, parce que tu n'écris pas avec la pensée, du coup. Ça, c'est un diapason. Ça me permet d'avoir une note qui est le La. Et à partir de cette note, en écoutant une musique que je veux reprendre, j'arrive à entendre les accords que la personne joue. Là, c'est parce que... Et t'oses dire que c'est moins profond. Genre, le mec, il vient de taper un objet, il a sorti une note unique. Là, c'est Parce que de Charles Aznavour. J'adore. Et ça, c'est ma partition à moi. Je vais le montrer. Que je joue demain en concert. Oui, parce que monsieur s'est libéré entre une répétition et une autre pour venir nous accorder. Ah bah, pas n'importe qui. Hein. Donc là, en l'occurrence, tu dis c'est Parce que de Charles Aznavour. Ouais. Et alors, pour moi, c'est de l'algèbre. Ouais. Il y a écrit. C'est quel langage sur ce papier ? En fait, c'est le langage américain pour dire les notes de musique. Au lieu de dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ils disent A, B, C, D, E, F, G. Ok. Et donc, c'est le même principe. Le A, c'est le La, etc. Et, donc, B, c'est le Si, etc. Et donc, le diapason, tu as dit, cet objet va toujours sortir la même note ? Ouais, cet objet sort la même note. Et en fonction de l'écart qu'il y a entre cet objet-là et la note que j'entends dans la musique, je sais repérer la note qui est dans la musique. Donc, j'écris. C'est un genre de référentiel. C'est ça. C'est genre le zéro de la mer et ensuite, tu arrives à situer. Ok. Et c'est quoi, là, juste pour voir l'objet, quelle est la spécificité du truc pour que ça fasse toujours la même note? Enfin, quelle que soit la chose que ça impacte, ça fera un La. Ouais, en fait, le son, c'est une vibration à la base. Donc, tu fais vibrer le bail, ça émet du son. Et quand tu le mets en contact avec une surface, ça fait vibrer la surface qui est du coup plus forte comme un amplificateur. Okay. Et pour que ça fasse exactement la bonne note, c'est juste une espèce de taille. Si tu le coupes un petit peu, ce sera plus la bonne note. Ok. Et il y a un lien aussi avec l'espace entre les deux barres ou du tout? Je crois pas. Ok. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est surtout l'épaisseur de la barre et la longueur de la barre. Et ton diapason, donc là, lui, il fait un La. T'as d'autres diapasons qui font d'autres notes? Ouais, il y en a d'autres. Ça existe, c'est peu utilisé. Parce que. Donc tout le monde a un La. Enfin, tout le monde a un. Ouais. Tous ceux qui ont un diapason. Ouais, le diapason, c'est un La. Ouais. Ok. Excellent. Et voilà, je voulais montrer ça parce que c'est une grande partie de mon travail de musicien, c'est juste écrire des notes sur des papiers. C'est pas juste être au piano et jouer, genre. Il y a une partie d'exercice un peu travail rigoureux avant d'aller s'éclater, faire un peu. Il y a un peu de ça. Sur les notes d'un clavier. Trop stylé. Bah, merci beaucoup de nous avoir apporté ça. Camille, on va enfin pouvoir voir, mon Dieu, pour de vrai, toute l'argile dont tu nous parles depuis tout à l'heure. C'est bizarre de voir comme ça, je te jure. Hop, je vais faire passer les photos parmi vous. Waouh. Ah ouais. Ah putain. C'est stylé ça. Mais tu fais ça comment? Mais c'est un truc de ouf. Non, faut pas dévoiler les secrets. C'est comme les magiciens. Bah oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrypter, choisis une des photos dont tu as envie de parler et peut-être en faire une rapide analyse sur au moins comment tu l'as fait, comment tu l'as créé? Bah, pour le coup, c'est toujours la même technique, notamment... comment? Celle-là, du coup... Enfin, comment? Les quatre ici, elles font partie... Même, enfin, un peu toutes. C'est compliqué, OK? Elles font partie de mon projet de carte blanche, du coup, cette année. Et donc, je vais jouer j'ai joué 6 mois de Tchaïkovski. Okay. Du coup, c'est janvier, février, machin. Et donc, celle-là, elle va représenter octobre. Donc, c'est pour le côté un peu automne, machin. Donc, anecdote sur celle-là, parce que c'est super drôle. D'ailleurs, elles sont cornées, il faut que je les réimprime.
comment j'étais au conservatoire en train de jouer avec mon prof, etc. Et puis il me dit, il est au courant que je fais des maquillages un peu farfelus comme ça. Puis il me propose de faire quelque chose avec les feuilles d'automne. Et donc mon prof, qui est absolument déjanté, je l'adore, comme pas possible, c'est mon chéri, je l'adore. Il me fait regarder par la fenêtre pendant quelque chose comme 30 secondes pendant que lui joue un peu le début de mon morceau, qui est donc Octobre, et c'est un truc très, très calme, et dès que t'entres, dès le premier accord, t'es dedans et il y a tout qui sort, quoi. Bon, et c'est un peu lent, très calme, voilà. Bon. Et du coup, je regarde par la fenêtre et je vois toutes ces feuilles d'automne qui tombent, etc. Donc je vois le temps changer, et donc j'ai plein de réflexions dans la tête et je me dis merde, la feuille elle vient de tomber, donc elle est déjà par terre. Enfin, j'ai plein de réflexions super intéressantes sur ça. Et du coup, dès que je finis mon cours, je sors, du coup, et je vois une branche. Mais alors vraiment, il y a un petit parc qui est à côté de mon conservatoire. Et je vois la branche, et je prends la branche. Mais je prends la branche comme un chien prend une branche. C'est-à-dire que je la prends comme ça, et puis elle traîne derrière moi, elle fait genre 2 mètres de long, quoi. Mais enfin, j'en ai rien à faire, je la prends, et je marche comme ça, je vais chez moi. Je rentre chez moi avec la branche qui traîne avec toutes les petites feuilles qui sont là. C'est des vraies feuilles qui viennent de la rue. Voilà, donc c'est sale en soi. Bref. Et donc il y a un bout de la branche vraie qui est ici, et toutes celles qui sont sur ma tête, c'est celles qui étaient dans un espèce de, j'appelle ça un couloir, mais c'était une petite rue où il y avait beaucoup d'arbres qui perdaient leurs feuilles. Donc je ramasse les feuilles, donc il y a des gens qui traînent dans la rue qui me voient habillée bien, enfin je veux dire normalement, et une fille qui ramasse les feuilles. Avec un comportement chelou, par exemple. Non mais voilà, c'est ça, et puis avec la branche surtout derrière moi, tu vois, donc avec les feuilles, puis je rentre chez moi toute contente. Je suis dans l'ascenseur avec mes feuilles, avec ma branche, ça rentre pas, donc je suis comme ça en train de tenir le... Bref. Et j'arrive chez moi, puis ma mère, elle me voit passer, elle fait genre... ok, bon, d'accord, et donc je lui explique. Puis je m'enferme dans la salle de bain, je commence à me maquiller, et donc voilà, ça donne ça. Et donc c'est la photo qui va être affichée pendant que je joue Octobre. Okay. Voilà. Donc il y a elle, notamment quand je parlais d'émotion, celle-là c'est une image que j'ai faite qui représente mes crises d'angoisse. C'est-à-dire que c'est une distorsion de la réalité qui d'un coup me vient. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai l'impression que, par exemple, un mouvement que Thiago fait avec ses mains, j'aurais l'impression qu'il est un peu en retard. Du coup, je me pose des questions, c'est un peu version... Non, mais j'ai rien dit, ça y est. Non, mais un peu version, je sais pas, Truman Show ou Matrix, tu vois, un truc comme ça, mais... T'as l'impression... C'est ça, c'est vrai, et c'est vraiment horrible. Même quand je parle, tu vois, j'ai l'impression que je dis le mot avant qu'il sorte. Enfin, c'est... Voilà, mais c'est vraiment juste de... Ça, c'est la faute de Mathias qui a mal raccordé le son et l'image. Hein. Voilà. Et celle-là, je l'ai faite quand? Je sais même plus. C'est dans la même vibe que celle-ci? C'est le même matériau ou du tout? Non, pas du tout. C'est ce qu'on me demande souvent. Celle de gauche, c'est une pochette en tissu pour des bijoux que j'ai cassé. J'ai coupé avec un ciseau de gamine, quoi. Et donc ça, le fil qu'il y a sur mes yeux, c'est la lanière, tu sais, pour fermer, donc que j'ai coupé. Et donc tout ça, je colle avec de l'argile verte, tu sais, pour se faire des masques. Des masques, ouais. Et le problème, c'est que ça sèche vite et que souvent, bah là, tu vois, il y a des traces d'argile encore qui se voient. Et souvent, après, quand j'enlève le truc, soit je vais sous l'eau, mais je risque de mourir parce que j'ai le truc qui cache le nez. Ah ouais, du coup, tu peux plus respirer. Donc je peux plus respirer, ça m'est déjà arrivé, pas bonne idée. Ou alors t'arraches à sec et ça fait mal. Okay. Exactement. Faut souffrir pour s'en arracher. Voilà, exactement. Et pour le coup, voilà, celle-là, elle va être pour mars, pour le morceau. Ça, c'est des pétales de rose, du coup. Je me suis acheté des lentilles, d'ailleurs. C'est mon petit délire en ce moment. Et donc là, c'est drôle parce qu'il y a ma lèvre inférieure ici qu'on voit, mais qu'on confond avec un pétale. Enfin, moi, je le vois parce que je sais où elle est, mais apparemment, on dirait un pétale. Donc voilà. Magnifique, franchement. Donc mon nez, il est caché derrière, là. Et celle-là, ce matériau-là, c'est la folie pure. Alors, attendez. Tout ce qu'il y a autour, là, ça, c'est du coton, parce que je voulais faire un effet neige. Et en fait, mon prof m'avait conseillé de faire une sorte de paysage, un peu sur mon visage. Sauf que j'ai pas réussi, mais j'ai fait ça. Et donc ça, c'est un pinceau. C'est-à-dire que j'ai coupé un vieux pinceau à moi de chez moi, que j'ai vraiment découpé. Ça piquait comme pas possible, j'en avais dans l'œil. Donc mon œil n'est pas visible, parce que je voyais rien. C'est sûr que j'avais l'œil fermé pendant tout le shoot, c'était comme ça, en train de prendre les photos, et je vois rien. L'espace d'un instant, ouais. Non, mais l'espace de 2 heures, donc c'est long, tu vois. Après, il faut les enlever, bon. Et le reste, c'est des morceaux de sucre que j'ai acheté à Carrefour, enfin voilà. Okay. Donc je fais toujours tout avec n'importe quoi que je trouve. Je veux pas acheter un matériau qui est déjà fait par quelqu'un. C'est tout aussi intéressant, mais c'est juste pas ce que je veux faire moi, tu vois. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Bah franchement, belle explication d'un travail qui nécessite beaucoup de taf finalement, ouais, et qui est vraiment super beau. Bravo. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission qui s'appelle Promo Y'a quoi.
le principe de ce moment, c'est que c'est votre moment pour faire la promotion de ce que vous voulez, lié évidemment à votre processus créatif ou à votre univers. Tout à l'heure, Zéphyr, tu m'as appelé pour me dire si tu pouvais venir un peu plus tard parce que tu étais en répétition. Après cette émission, tu retournes en répétition, comme quoi les artistes travaillent pour de vrai. Tu répètes pourquoi? Là, je répète pour un concert qui a lieu demain. Ok. Demain, je pense pas que la vidéo sera sortie. Peut-être pas. Mais donc, le concert qui a lieu demain, c'est quoi? C'est où? C'est comment? C'est un concert au Poinçon, dans le 14e arrondissement. C'est un jazz brunch. Okay. Les gens vont manger et m'écouter jouer de la musique. La classe. On fait l'animation musicale en vrai. T'as trouvé ça comment? Enfin, tu sais avec qui? C'est avec un chanteur qui s'appelle Lou Martini, qui est aussi le chanteur de mon groupe de rock. Sauf que là, on fait du jazz. J'ai trouvé ça, j'avais une conférence là-bas, un truc intéressant sur le 14e arrondissement. Et j'ai vu que le mec qui parlait sur une scène. Je vois une scène. Du coup, évidemment, à la fin de la conférence, je suis allé voir la programmatrice. Et je lui ai donné mes coordonnées, on s'est rappelé, etc. Excellent. Donc, tu y es allé au talent, t'as tenté, et ça s'est fait. Yes. C'est beau. T'as d'autres concerts de prévus? Tu t'as dit que t'avais une résidence, on peut venir te voir jouer tous les mois? Ouais, tous les mois, tous les jeudis du mois. Ok. Les premiers ou les derniers jeudis du mois? Non, c'est tous les jeudis du milieu du mois, en fait. Donc, le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Une jolie manière de faire ça. C'est bien. Ok. Non, mais ouais, et puis j'ai des concerts à peu près tout le temps. Dans tous les zéniths? Enfin, de plus en plus d'ailleurs. Oh, pas encore les zéniths. Ça ne saurait tarder. N'est-ce pas? Mais ouais, avec différents groupes, des groupes de rock, de pop, de jazz, ou ce qu'on peut appeler du jazz. Je sais pas ce que c'est le jazz. Voilà. Trop beau. Bah, hâte de venir te voir jouer parce que c'est toujours pas chose faite. Et franchement, quand je vois les stories Insta, ça me donne juste trop la dalle, quoi, parce qu'il y a l'air d'avoir des ambiances à chaque fois. Ouais, mais je sais pas si vous voyez la fin du film La La Land, où il joue il passe dans des lieux musicaux où juste il y a une ambiance, c'est chaud, c'est chaleureux, les gens ils sont dans une rythmique, c'est presque spirituel le bail. Et souvent, franchement, 10 secondes de story mélangées, noyées parmi des gens inintéressants, à chaque fois, je me prends une bouffée d'air frais quand je vois tes stories. Donc, c'est gentil. Merci pour ça. Nézar, une petite promotion. Où est-ce qu'on peut te voir en ce moment sur ma télé? Pas encore. Bientôt, je repasse sur Netflix en figure, encore une fois. Et c'est drôle que tu parles de Suprême, parce qu'il se prépare une série sur le rap des années 90, qui s'appellera Le Monde de Demain. Produit par justement Joe Star, je l'ai vu sur le tournage. Et on va pas me voir de ouf, mais ce serait pas mal de jeter un coup d'œil là-dessus. Moi, ça me parle de ouf, le rap. Parlons de rap, là, par contre, vous pourrez me retrouver. C'est l'image que tu as choisie, en plus, avec les deux boxeurs. C'est un clip qui s'appelle Le Biz, de Ike feat. Snake Kid. Ike, c'est un pote qui était en école de cinéma avec mon frère, mais lui en actorat et pas en technique, qui s'est un peu mis au rap et tout. Du coup, il faisait un clip en mode ambiance Fight Club. En gros, les deux feats, ils se font un peu la bagarre. Ils cherchaient un arbitre. Et du coup, j'étais l'arbitre, tu vois, et tout. Et c'est un clip dont on est tous fiers. Mon frère était au montage, son équipe était à la prod et à la réal. Donc, on est très, très contents. Là, pour un peu teaser la suite, on refait un clip avec Snake Kid qui était en feat. Justement, promo pour Snake Kid, écoutez-le, allez le follow, tu vois. Et du coup, ce serait un clip réalisé là par mon frère. Moi, je suis en assistant réal, je suis pas en jeu cette fois-ci, mais c'est un projet perso ensemble. Je donne un coup de main avec la prod et tout. Et aussi, petit promo artistique plus perso. Il y a un épisode du professeur Bernard qui revient. Ça revient, parce que j'étais en break pendant plusieurs mois. Le prof en vacances qui préparait ses cours. Ah bah oui, qui était en vacances, qui était juste avec un autre chapeau, quoi. Mais ça arrive, il faut juste que je le monte et ça va être relancé. J'espère avoir de plus en plus de temps libre parce que ça, c'est un projet 100% kiffant. Il y a zéro but lucratif là-dessus et c'est vraiment que pour les potes et qui veulent regarder. Donc, avec plaisir, quoi. Et c'est sur quoi le prochain épisode?
Ah bah ça, il faudra le regarder. Il faut suivre. Sur l'histoire. Là, sur Netflix, c'était sur quoi? Tu faisais quoi? Ah là, ce qui parle en particulier, c'était sur ce qui s'appelle One Night in Paris, qui était une spéciale humour avec plein d'humoristes stand-up, de Kian Kojandi. Oui, c'est un truc ricain, ça, de base. Non, c'était français, justement. Okay. Je sais pas si ça a été inspiré des trucs ricains. Je me demande, mais ouais. Sûrement, sûrement. Ouais. Mais en tout cas, là, ils l'ont fait avec Paris. D'accord. Et c'était un peu, en gros, qu'est-ce que les humoristes faisaient pendant le Covid. Du coup, ils ont filmé plein de mini-sketchs. Et un des sketchs, c'est avec Alban Ivanov. Ah, génial. Et du coup, ils cherchaient des figures. Et c'était avec une équipe de prod avec qui ça faisait 1 an que je bosse avec eux. Et ils bossent beaucoup avec Kian Kojandi, avec le Whoop. Qu'on embrasse très fort, qu'on connaît pas. J'embrasse très fort Jérémy Dedlo, par contre, qui me follow sur Insta. Très bon réel. Franchement, il est super. Ça fait 3 fois que je bosse avec lui. J'en fais la promo aussi de son dernier court-métrage qu'on me voit vite fait dedans. Et j'espère être dans ses prochains. Petit message subliminal, tu vois. Mais je l'embrasse très très fort. Et sinon, ouais, c'était ce genre d'équipe de tournage. J'avais l'habitude de bosser avec ce genre. Et le sketch, en gros, c'était genre, il était dans sa villa à Dubaï, il est devenu influenceur, Alban Ivanov. Et nous, on était ses followers et tout, dans la piscine, on lui massait. J'ai massé les mains, en fait, pendant 3 heures, tu vois. Et ça a été filmé à Villecrène, dans le 94, et pas à Dubaï. Et donc... Tous les dessous. Ouais, de ouf, tu vois. La magie du cinéma, ça. Mais j'adore cette équipe. Il s'appelle Champion Production, tu vois. Et que des jeunes, ils ont notre âge, tu vois, et toujours une bonne ambiance sur le tournage, que j'embrasse aussi très très fort, justement. Excellent. Camille, j'ai vu que tu avais réactivé un de tes comptes Insta. Ça y est, putain. C'est un ancien compte à moi, mais j'en avais genre 4 à l'époque. Je sais pas, je me prenais pour qui, bref. Et donc ouais, je l'ai réactivé de base parce que j'avais peur que quelqu'un me hack sur mon compte principal. Donc je me suis dit, autant avoir un backup quelque part, tu vas pouvoir balancer un peu les trucs. Bon, ça me ferait un peu chier qu'on me hack quand même. Mais bon. Ne hackez pas Camille, s'il vous plaît. Oui, si, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool, là, mais bon. Et du coup, ouais, donc c'est un compte que j'ai créé. Donc c'est toujours mon nom, Camille, je sais pas comment appeler. Même moi, je l'ai créé parce que j'aime bien, je trouve ça joli comment c'est écrit. Mais je sais pas comment on le prononce. Donc je sais même pas comment dire aux gens de s'abonner à moi parce que je sais pas comment dire. Bref. Donc c'est en gros Camille.studio. Et du coup, c'est que j'ai décidé cette année d'assumer que j'ai besoin d'argent, comme tout le monde. J'ai besoin d'argent, mais j'ai pas besoin de me faire de la maille avec de l'art. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis étudiante et j'habite chez moi, chez ma mère. Mais j'ai envie de me faire un petit peu d'argent, de rentabiliser en fait, tu vois, le temps de travail que je mets dans le make-up, les croquis, le truc, le démaquiller, ranger la salle de bain, ranger les trucs parce que c'est chez moi. Ne serait-ce que donner une valeur en fait à ton travail. Exactement. Et donc ça a longtemps été une honte, ça pour moi, parce que je me disais mais l'art c'est pas quelque chose que tu utilises pour t'acheter des pâtes, tu vois. En même temps, si on peut en vivre, tant mieux. Mais j'ai pas envie de... Tu vois, je fais venir des potes à moi, chez moi, etc., qui sont chauds pour que je les badigeonne de charbon et voilà, tu vois, que je m'amuse un peu. Mais je me dis, en fait, que les faire payer pour ce genre de prestations, je trouve ça un peu traître de ma part, tu vois. Parce que moi, je veux que ça reste une ambiance chill, t'es chez moi, on se tape des barres et la meuf est tarée, elle te colle des trucs sur la tête, tu vois, je trouve ça drôle. Mais c'est vrai qu'après réflexion, c'est surtout mes potes qui m'ont fait réfléchir, tu vois, et qui m'ont dit, mais pourquoi pas te faire un petit peu d'argent. Donc là, j'ai commencé avec des prix qui sont vraiment, vraiment cool. Dans le monde de la photo, je veux dire, c'est vraiment cool ce que je propose. On en parlait avec Nico, on va te faire rehausser. Ouais. Merde. Mais pardon. Pour l'instant, j'ai fait ça. T'inquiète, on va y travailler. Je vais me faire engueuler après moi. Et voilà. Et donc oui, j'ai créé un compte dans lequel je propose des shoots créatifs et des shoots classiques. Donc j'appelle ça un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est des photos soit sur fond blanc pour des photos de type CV, ou alors des shoots créatifs. Mais voilà, donc c'est tout nouveau pour moi et je suis un peu timide là-dessus parce que j'ose pas dire, écoute, pour ça, je sais que j'ai de la valeur et tu me dois tel argent, tu vois. C'est vraiment un truc où je veux pas en parler. C'est un peu tabou, tu vois. Donc bon, surtout que je me fais déjà de l'argent depuis, un peu d'argent de poche, depuis que je donne des cours d'anglais, de langue et de méthodologie, etc. Donc en soi, si je veux de l'argent, je peux m'en faire, tu vois, si je donne des cours à mes voisins.
Mais je sais pas, j'ai l'impression de salir un peu ma répute en demandant de l'argent, tu vois, sur ça. Non, au contraire, tu donnes de la valeur à ce que tu fais. Mais je sais, mais c'est tout ce qu'on me dit, mais je n'ose pas, moi. Je t'invite à aller voir le premier épisode de Space Studio. On parle de l'importance de valoriser son travail. Je l'ai vu, mais il n'est pas encore sorti, t'as vu l'épisode pilote. C'est pas l'épisode 1. Ah, c'est vrai. Mais c'est excellent parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup décrypté il y a quelques jours. Et c'est vrai que c'est une vraie galère pour chacun d'entre nous de donner une valeur monétaire à son travail. C'est ça. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, j'imagine bien. Inès, où est-ce qu'on peut trouver Poème? Poème, vous pouvez le trouver sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram et m'envoyer un message. Et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer avec une petite dédicace si vous voulez. Yes. Voilà, yes. Sinon, il est disponible dans plusieurs points de vente sur Paris. Donc, notamment la librairie à Poum Bapoum à Saint-Michel, la galerie Art Factory à Bastille. Il y en a plein. Tout ça, c'est précisé sur mon Instagram. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais je serai en dédicace à Poum Bapoum le samedi 12 février. Juste avant la Saint-Valentin, parce que ça reste un beau cadeau de Saint-Valentin. Voilà, exactement. Et après... t'as trouvé un j'avoue. On se redit ça après, hein, ouais. Non, mais après, je vends mon fanzine, j'essaie de l'exporter à l'international. Donc là, j'ai des propositions pour Bruxelles et Berlin. Donc ça, c'est cool. Tu le traduis ou pas? Non. Non. Non, pour apprendre le français si tu veux. Non, mais de toute façon, tu as plusieurs diasporas françaises à Bien Berlin sûr. et puis à Bruxelles, ils parlent tous français, donc voilà quoi. Mais surtout que ça fera un coût de rééditer ce truc, payer une traductrice ou un traducteur, je ne sais pas. Et puis même, il y a beaucoup de contenus qui peuvent se lire au-delà des barrières de la langue. Exactement. Surtout que c'est essentiellement visuel. Il y a l'image, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a quelques textes, mais après, écoute, tu trouves un pote français. Et, je sais pas, tu vois. Mais non, là, je suis toujours en train de le vendre. C'est pour ça que je fais pas le numéro 2, parce que je me dis autant vendre le premier. Laisser vivre, en fait, exactement. Ouais, c'est ça. Mais déjà, on a écoulé la moitié des stocks, donc je suis très contente. Voilà. En moins d'1 an de vente, c'est énorme. Je suis très, très heureuse. Et on a eu la promo d'artistes qui pèsent dans le milieu. Genre, j'ai eu Jean-David Morvan, le célèbre scénariste de BD qui a fait la promo de ce livre. Donc j'étais là, waouh, c'est ouf, tu vois. Et puis là, je suis en train de voir pour l'exporter à Lucas Comics, qui est le 2e gros festival de bande dessinée après Angoulême, si ce n'est le plus gros. Donc voilà. Et en perso, écoutez, suivez-moi sur Instagram pour voir mes dessins. Mais non, sinon en perso, là, je peux pas trop en parler, mais j'ai été engagée comme illustratrice, donc j'assure l'identité visuelle d'une box de sextoy qui va sortir prochainement. Donc, comment dire, chaque Soyez aux aguets de la prochaine. Soyez aux aguets, voilà, c'est ça. Et chaque box, elle est designée par moi et on a un petit livret avec des illustrations qui sont faites de ma main, voilà. Cool. Donc c'est cool. Mais je peux pas trop en parler parce que le projet est encore au stade embryonnaire. Donc voilà, mais ça ne saurait tarder de sortir. Donc c'est cool. Hâte de suivre ça. Exactement. Voilà, donc j'ai hâte de dévoiler tout ça. Trop bien. Vous avez passé un bon moment? Ouais. Ça va. Tranquille. Parler de sujets un peu classiques. Merci beaucoup pour tous vos témoignages, toutes vos remarques, toutes vos réflexions qui m'ont semblé vraiment super ouvertes, bienveillantes et qui, moi, m'ont permis d'apprendre quand même un paquet de trucs sur vous et sur la création en général. Un grand merci à toutes les personnes qui m'aident à faire cette émission. Si vous voulez soutenir Social Fluid et Space Studio, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne et télécharger notre application qui est disponible sur l'Apple Store et le Play Store, sur laquelle vous pourrez trouver plein d'outils et plein de contenus qui pourront peut-être vous aider dans votre vie créative. Est-ce que quelqu'un a une dernière remarque, le mot de la fin avant qu'on se quitte? Je sais pas. Au revoir. J'adore. Ciao, bisous.